Alors bonjour à tous, aujourd'hui 4e semaine de confinement, je reçois donc à distance la stand-upeuse, la chroniqueuse, la podcasteuse Fanny Ruet. Donc Fanny, bienvenue dans Humeur Humoristique. Comment ça va? Ben ça va et toi? Ben ça va, on vit le confinement. En fait je le vis un petit peu trop bien et ça commence à m'inquiéter Ah, parce que je vis ça super bien. ouais, mais t'es dans des conditions cool. Oui, je suis dans des conditions vraiment cool, j'avoue. Je suis chez moi, il fait beau, je suis avec ma copine toute la journée. Donc Ah putain, ouais. j'avoue que c'est assez, C'est assez des sympa. vacances, quoi. Ben, c'est un peu ça, je travaille un petit peu parce que je donnais des cours à distance, mais là c'est les vacances de Pâques, donc je n'ai vraiment rien à faire. Ah, yes. Et toi, comment tu le vis? Ben c'est assez variable, en fait. J'ai eu, ouais, un côté aussi, putain, trop bien, j'ai plein de temps pour faire des choses que j'aime. Je voulais écrire, ben maintenant je peux écrire. J'avais des projets que je voulais développer, ben je peux les faire. Mais c'est... Ouais, je vacille un peu entre ce sentiment d'euphorie-là et des moments où je suis en mode mais tout est vain, ça n'a pas de sens. Je vois pas la lumière au bout de ce tunnel parce que j'habite seule et je vois personne, donc c'est long, c'est vraiment long. Et donc, Ouais, on pensait tous que tu allais bien le vivre, enfin dans les autres podcasts que j'ai écoutés, tout le monde pensait que être en confinement, ça allait être le paradis pour toi. ah mais moi aussi je pensais, C'est ça le truc. moi aussi. Et puis je me suis dit mais putain non en fait. Non, j'ai vraiment du mal. Je pense qu'il m'a fallu tellement de temps pour apprendre à aimer les gens que maintenant, oh là, mais ça va plus quoi. Mettez-vous d'accord, hein, mais Quoi, tu as réussi à aimer les gens? ouais, il y en a deux, trois que j'aime beaucoup. Donc c'est fou, hein. Mais je trouve que tu as quand même réussi à être assez productive, parce que tu as quand même fait 4 chroniques depuis le début du confinement, mais ça, tu es obligé de les faire. 4 chroniques en 4 semaines, c'est pas. Ah, 4 chroniques en 4 semaines, c'est bien. Pour ceux qui n'en ont jamais fait, c'est pas mal, tu vois. Oui, oui, mais bon, Moi, je suis censé faire un podcast par semaine, j'en suis pas à 4 podcasts depuis le début, tu vois. Ah ouais, t'arrives à être. Moi, au début, les gens qui doutent, ça devait être toutes les 2 semaines. Et pour finir, j'en ai sorti 12 en un an. Mais en fait, moi, j'alterne avec des chroniques comme ça sur des sujets et des enregistrements avec d'autres personnes, en fait. Ah ouais, ok. Et du coup, je suis censé en faire une par semaine, mais depuis le confinement, j'en ai fait un sur le confinement. Hmm. Parce que, en fait, je voulais parler d'autre chose, mais au final, j'ai parlé du confinement. C'est dur hein, de parler d'autre chose. C'est vraiment dur de penser à autre chose, en fait, tout est lié à ça. J'ai du mal à parler d'autre chose, j'avoue. J'ai ça aussi. Au début, je me disais, mais putain, je vais quand même pas faire des blagues sur le confinement et tout. C'est déjà fait partout, c'est chiant, j'en ai marre de voir ça. Et puis en fait, j'ai fait que ça depuis le début, quoi. Tellement, tout est influencé par ça et c'est devenu le centre de ma vie, là. Donc, T'as aussi fait genre 3 podcasts à distance depuis le début du confinement? les gens qui doutent, j'en ai fait 2. T'en as fait un avec Dan Gagnon? Ouais, et un avec Chronomusique et Art Contemporain. Ok, celui-là je l'ai pas encore écouté, parce qu'il parle pas d'humoriste. Sinon j'aurais déjà écouté. Celui de Dan Gagnon, je crois que tu l'as sorti, 35 secondes après, je l'avais envoyé. Et d'ailleurs je l'ai trouvé super chouette au passage, celui avec Mais Dan. c'est gentil. Mais en même temps, j'aime bien Dan, j'aime bien ton podcast, donc toutes les conditions étaient réunies. Bah, disons que si tu l'avais pas aimé, c'est vraiment que j'aurais foiré un fameux truc, quoi. Non, mais je trouve qu'il y a vraiment une complicité entre vous qui se ressentait, et c'était vraiment une discussion entre vous deux. Je trouvais ça super chouette. Cool, mais c'est gentil. Bah, je t'en prie. Parce que comme ça, je te mets à l'aise pour la suite de l'interview. En fait, moi, je te dis, hein, j'avais plein de trucs que j'ai envie d'aborder, mais du coup, on va vraiment remonter dans le temps et revenir au tout début. C'est la question que je pose d'habitude pour commencer. C'est comment c'était quand tu étais petite? Est-ce que tu étais déjà une comique ou pas du tout? Est-ce que tu aimais bien faire le pitre? Déjà, je suis pas quelqu'un qui se souvient énormément. Donc, Ok. voilà, il y a des choses dont je me souviens, mais je pense que c'est assez diffus comme type de souvenir. Et j'ai eu vraiment des phases très très différentes pendant ma vie. Je pense que quand j'étais enfant, ouais, j'aimais bien qu'on fasse des petits spectacles. Avec mes cousines, on faisait des spectacles sur les chansons de la Star Academy. Du coup, pour moi, Gimme 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 de ABBA, c'était la Starac. Et du coup, on chantait Gimme 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 Hachemina, c'était ça les paroles. Ouais. Et, et on faisait des danses comme ça dans le salon et tout, et on s'amusait beaucoup. Ah, j'ai une image de Et toi en puis, train de faire la choré sur ouais, Gimme mais Gimme, c'était ma vie ça. sur la... Ah ouais, non, mais tout était parfait. Et, euh, et donc il y a eu cette phase-là, il y a eu ouais, des phases où j'étais très...
je prenais de la place quand même. J'aimais bien faire rire quand j'étais à l'école primaire. J'aimais bien donner mon avis, proposer des choses. Et ouais, j'étais un peu la petite comique. Et puis l'adolescence. Et tout s'est arrêté. Ben ouais, ça fait vraiment rouleau compresseur sur la joie de vivre. Et ouais, j'ai commencé à devenir un peu plus misanthrope et à trouver les gens qui rigolaient tout le temps très fort et les gens qui prenaient de la place, à les trouver hyper oppressants, à les trouver un peu stupides et tout. Et là, j'ai vraiment eu une sorte d'enfermement comme ça sur moi-même et je passais mes récrés dans la salle d'études à lire des bouquins en écoutant les Doors, en étant persuadée que j'avais une connexion spirituelle avec Jim Morrison. Ah, c'est sûr qu'en écoutant les Doors, tu viens pas sur une full ambiance. Mais il y a vraiment eu, c'est vraiment du jour au lendemain ou c'était progressivement Non, c'était plutôt progressif, ouais, un peu genre ouais, j'arrive plus trop à m'amuser avec les gens avec qui je m'amusais avant. Il y a plein de trucs que je commence à trouver un peu superficiels et tout. Et j'aime pas trop aller à vos soirées dans le Carré à Liège, tu vois. C'est un peu progressif comme ça. Et puis à un moment, je me suis dit, mais je vais plus trop essayer de me forcer en fait parce que ça me convient juste pas et je me sens trop mal quand je suis avec des gens qui s'amusent dans des trucs où moi je me sens méga seule en fait. Ça te rappelle juste que t'es seule quand t'es au milieu de plein de gens qui s'amusent et que toi t'arrives pas à ressentir la même chose quoi. Donc voilà, j'ai eu cette phase-là à l'adolescence et j'ai vraiment eu une phase de putain mais c'est nul en fait. C'est vraiment pas ouf la vie parce qu'on est obligé d'être entouré de gens qu'on n'aime pas trop. À ce moment-là, j'aurais vraiment bien voulu que quelqu'un me dise qu'en fait c'était pas du tout ça la vraie vie et que l'école secondaire c'est ouais, c'est une période à passer et c'est 6 ans, c'est long 6 ans. Mais après, on commence à faire des choses qu'on aime vraiment et à voir des gens qu'on a envie de voir et pas les gens qui sont là parce qu'ils sont dans la même école que nous. Et après, dès que j'ai quitté le collège, ça a été vachement mieux et j'ai recommencé vraiment à voir en fait tout ce qui pouvait être bien dans les études. Parce que là, je suis devenue vraiment première de classe à partir du moment où je suis allée à l'UNIF, alors qu'au collège, j'aimais pas trop ça. Puis ouais, j'ai commencé à avoir un squad vraiment chouette autour de moi. Et voilà, donc maintenant j'ai un peu plus un équilibre entre... J'ai toujours des petites phases de misanthropie assez folles, mais j'ai des gens autour de moi que j'aime vraiment bien et voilà. Ok. Mais donc, quand t'étais ado, t'avais pas envie de te forcer, t'avais pas envie ça t'amusait pas, tu te dis je me force pas, je suis tranquille toute seule et c'est très bien. Ben ouais, en fait, à un moment, je pense que j'ai tellement essayé de me fondre dans cette masse et ça marchait jamais en fait, et ça me rendait juste méga triste de voir que j'y arrivais jamais. Donc j'ai fini par me dire bah tant pis en fait, je vais passer pour la meuf chelou qui reste dans son coin et qui est un peu un peu rejetée comme ça, mais tant pis quoi. Je préfère être dans ça que dans essayer de faire semblant et qu'au final ça me rende juste trop triste. Donc voilà. Ah ben, j'aimerais pouvoir dire que j'ai fait comme toi, mais moi j'ai fait beaucoup semblant, je t'avoue. Ben, en fait, c'est pas que je me disais non, mais je m'accepte tel que je suis et tout, c'est juste par dépit en fait. Ok. Je me disais, mais je suis pas capable en fait de faire semblant parce que ça me rend trop triste et que ça ne marche jamais, donc je vais juste abandonner. C'est plus ça en fait, j'ai juste abandonné. T'as juste abandonné. Ok. Ouais, c'est ça. Ce qui est bien, c'est que juste avant le podcast, je t'ai dit, c'est pas obligé de dire des choses drôles. Ben voilà. Première question, on y est, c'est bon. C'était comment ton enfance? J'ai abandonné. J'ai abandonné, c'était trop pour moi. Et est-ce que dans ton enfance, enfin si tu te rappelles, ou dans ton adolescence, est-ce que l'humour était déjà là? Je veux dire, est-ce que tu regardais déjà des humoristes à la télé, ou ce genre de trucs, ou sur... Est-ce que YouTube existait déjà? YouTube, bah c'était un peu un truc. Une fois, une amie m'avait montré genre Deezer et YouTube et j'avais l'impression que c'était le futur, c'était incroyable quoi. J'étais là, mais quoi? Mais des vidéos sont disponibles sur Internet, c'est fou. Et genre, elle m'a montré des trucs de François Pérusse, Ouais. euh, ce genre de trucs, tu vois. Ou les avez-vous déjà vu? Oui. Et je trouvais ça fou. Mais pour moi, l'humour, quand j'étais enfant, c'était. J'avais demandé un DVD de Gad Elmaleh. Je pense que c'était Papa est en haut, celui avec le blond et tout. Ah, le blond, c'est... l'autre, c'est moi, je crois. Ah oui, bah plutôt celui-là, ouais. Papa est en haut, c'est celui après, quand une fois qu'il est devenu papa et tout. Ouais, bah c'était l'autre, c'est moi alors. Et c'était ça, pour moi l'humour c'était ça et La viande Barbie de Florence Foresti. Ok. Et pour moi il y avait que ça qui existait. Mais ça te plaisait ou pas? Ouais, ces deux-là me plaisaient vraiment bien. Ça c'est vraiment ceux qui ont marqué, ouais, marqué je sais pas quel âge j'avais, mon enfance, mon adolescence, je sais pas, mais je pense que je devais avoir 14 ans. Ouais, je pense, un truc comme ça. Parce que moi, je devais avoir 12.
Et comme je suis un tout petit peu plus vieux que toi, tu as bien 25 ans et que mes recherches sont bonnes. Oui, c'est ça. Ah, magnifique. Mais quel reporter. Ah oui, Andy. Est-ce que quand tu regardais ça, tu te disais j'ai envie de faire ça ou tu disais ah c'est drôle et c'est Non. très bien? Non, pas du tout. C'est juste je me disais, ah tiens, c'est vraiment comique. En effet, la viande Barbie, on dirait les ozones, et puis clac. Non, je me disais juste c'est très drôle, mais jamais ça me serait venu à l'esprit en fait. C'était déjà parce que quand on est plus jeune, je pense qu'on a. Surtout moi, j'étais dans une école au fin fond de la province. 2 kilomètres autour de mon école, il y avait pas de maison, tu vois. Donc c'était vraiment un truc paumé, paumé au fond de la campagne. Ok. Et donc pour moi, tout ce qui était métier créatif, humour, radio, médias et tout, c'était hors de portée. Ça n'existait pas dans la vraie vie en fait. Donc non, ça me serait jamais venu à l'esprit. Mais moi je trouvais ça hors de portée et en même temps je les regardais en me disant ils font le meilleur métier du monde. Tu vois ce que je veux dire? Je me disais Ouais, ouais, ouais. moi je le ferais pas, mais qu'est-ce que ça a l'air bien. Ah non, moi, en fait, je voyais même pas ça comme un métier tellement ça me semblait loin. Si j'avais voulu aller dans quoi que ce soit d'artistique, de créatif ou quoi, je serais plus allée vers la musique parce qu'à ce moment-là, j'étais beaucoup plus portée sur la musique et je faisais un peu de guitare et tout. Et donc là, ça m'intéressait un peu, mais j'imaginais pas du tout quelque chose qui puisse avoir de l'ampleur, quoi. Donc après l'adolescence, t'as étudié la communication et les relations publiques, c'est ça? Ouais. Et t'as commencé à faire une émission de radio. Ouais, avec des copains sur la radio de l'IEX, donc qui était donc de mon école, qui était écoutée par genre 2, 3 personnes, qui étaient évidemment nos potes et nos parents. Mais donc ouais, on a commencé à faire une petite émission comme ça, et clairement, c'était pas l'émission de notre vie, mais ça nous a permis de mettre le pied à l'étrier, d'avoir une rigueur chaque semaine, d'écrire des choses, d'inviter des gens. C'est comme ça que j'ai rencontré Dan Gagnon, et donc c'est comme ça que j'étais en contact avec lui, que j'ai fini par travailler avec lui, et qu'on est devenus copains et tout. Donc c'était chouette, c'était très cool. En plus, c'était que avec des copains, donc c'était Et super. c'était une émission où vous parliez un petit peu de tout ou c'était fort C'était une musique? émission spécifiquement sur les médias et les réseaux sociaux. Donc c'était un peu l'actu, ouais, médias, réseaux, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait le buzz cette semaine, tu vois, des trucs comme ça un peu légers. Mais donc il y avait déjà un petit peu d'humour là-dedans. Enfin, vous avez reçu Dan Gagnon, donc je suppose que ça a un peu parlé d'humour quand même aussi. Bah, c'était plus Dan Gagnon. Là, c'était pour quoi? Je me demande si c'était pas pour le lancement du Late Show. Donc, c'était plus pour l'aspect média. Mais oui, j'aimais bien. On essayait toujours de mettre un petit truc un petit peu drôle dans les chroniques, quoi. Mais c'était pas du tout ça le but premier, quoi. Ok, et toi tu n'étais pas spécialement à faire des chroniques humoristiques ou à faire des blagues dedans, spécialement. Bah, j'aimais bien ajouter, mais ça, c'est le ton, quoi. Mais c'était pas du tout à but comique, non. C'était plus donner des infos et ouais, je mets un petit truc marrant parce que j'aime bien, quoi. Ok. Est-ce que déjà tu t'aimais tes études? Oui, parce que en fait, je trouve que ça a parfaitement épousé la façon dont j'ai évolué. Enfin, ça ou l'inverse, je sais pas dans quel sens c'est allé, mais en fait, c'est une formation en 5 ans. Ok. Et les 2 premières années sont hyper théoriques. Et moi, je suis quelqu'un de très scolaire, en fait. Enfin, en tout cas, j'étais quelqu'un de très scolaire et donc j'avais besoin vraiment de trucs très précis, très théoriques. Et donc, j'étudiais à fond pendant les blocus. Je coupais mes réseaux sociaux pendant 3 semaines. Vraiment, je ne faisais qu'étudier. J'étais à fond là-dessus. Je me tapais des grandes 10 chaque année. Voilà, j'étais hyper bonne élève. Et puis, au fur et à mesure, ça devenait de plus en plus pratique. On avait de plus en plus de liberté et de temps libre pour faire des projets, pour avancer de notre côté. Et du coup, ce qui m'a permis non seulement d'apprendre la pratique, donc d'apprendre à faire du montage audio, vidéo, à utiliser Photoshop, vraiment des choses qui me servent encore aujourd'hui. Ok. Et parallèlement à ça, ça m'a laissé beaucoup de temps pour travailler à côté, parce que au plus on avançait dans les années, au plus j'étais proche d'avoir un temps plein à côté. D'ailleurs, au début de ma Master 2, j'ai hésité à arrêter, tellement j'avais de travail, et c'était vraiment chaud, et j'en pouvais plus d'aller encore en cours, alors que j'avais plein de taf qui m'intéressait énormément et que j'avais envie de faire à temps plein, mais j'avais toujours mes cours et mon stage et mon mémoire et tout qui me saoulait. Et qu'est-ce que tu faisais comme taf à ce moment-là? Alors, je confonds les années, mais dans les 2 dernières années, j'ai eu une émission par semaine à l'RTB qui s'appelait Radar sur Pure, qui me demandait beaucoup de travail. J'avais une émission le week-end sur Pure aussi.
Je sais plus laquelle c'était. Je pense que c'était Lazy Factory à cette époque-là, le dimanche matin. Je bossais avec Dan Gagnon sur la promo des spectacles. J'avais commencé à bosser, il me semble, avec certains groupes pour leur promo. J'ai bossé sur Coupé au montage sur la première avec Myrène Leroy. Ah ouais, quand même. Et du coup, ouais, j'avais plein de trucs comme ça en parallèle. Donc c'était assez compliqué, mais donc ça m'a permis vraiment d'apprendre plein de choses pratiques et de travailler en même temps et voilà, de faire des stages à gauche à droite en plus de mes études, donc qui étaient vachement cool pour se mettre le pied à l'étrier et mettre les mains dans le cambouis directement, quoi. Ok, ouais, donc tu avais déjà cette habitude d'avoir une deadline à respecter, de devoir produire des trucs et tout. Ouais, bah, en fait, vu que l'IEX est réputé pour être assez compliqué comme école, mais en vrai, ça reste des études de com, et si tu t'y prends bien, si t'as une bonne méthodologie, c'est largement faisable. Donc moi, j'avais de quoi bosser à côté et m'imposer une rigueur supplémentaire pour le travail. Donc c'était assez cool. Ok, bah c'est génial. Moi, j'aurais été incapable de faire quoi que ce soit d'autre pendant mes études, tellement j'étais en panique tout le temps. Mais toi, t'as fait des vraies études, non? Moi, j'ai fait des vraies études. J'ai fait des études pour faire prof de langue, moi, parce que je suis prof de langue. Ouais. Mais du coup, moi, pendant 3 ans, j'aurais été incapable de faire quoi que ce soit parce que j'étais en stress permanent. Les Ouais. études, ça a été 9 ans de je suis en stress. C'est Ah ouais? comment tu vas? Je suis stressé. Mais qu'est-ce qui t'angoissait? Ah, moi, les examens, les Ah ouais, tests, ok. tout. J'étais en panique tout le temps. Les gens ne comprenaient pas. Je passais des journées à étudier parce que ça m'angoissait. Hein, Maintenant, je suis mais, tellement content de ne plus être à l'école. C'est tu fabuleux. m'étonnes. Mais voilà, ça c'est moi. Le sujet c'est toi, donc on va y revenir. C'est mon côté humoriste, j'aime bien parler de moi. Je crois que tu peux comprendre On est tous des attention whore, à fond. t'inquiète. Et ouais, au moment où tu faisais tes études supérieures, est-ce que tu consommais plus d'humour à ce moment-là ou pas spécialement? Ben non, en fait, pas tellement, parce que c'est vraiment assez récent. C'est seulement, allez, je pense quand j'ai commencé à bosser avec Dan et que du coup j'allais souvent le voir au Comedy Club et donc j'ai commencé un peu à traîner avec tout ce milieu bruxellois. Et ben là, vu que je traînais beaucoup avec lui et que j'entendais beaucoup dans ses podcasts ou même dans des conversations, il parlait beaucoup d'humour, de références, de trucs qu'il fallait absolument voir, de bouquins à lire. Et là, j'ai commencé un peu à checker des spectacles. Aussi, quand Netflix est arrivé, ça a énormément changé parce que c'est vraiment, t'avais tout, t'avais même pas besoin de chercher en fait pour avoir de l'humour chouette. Et ça a changé énormément. Donc j'ai commencé à beaucoup regarder de spectacles. Ouais, donc c'est assez récent finalement. Je dirais que ça fait à peine genre 3 4 ans que je m'intéresse à l'humour. Ok, bah parce que donc en fait c'est vraiment Dan Gagnon qui a été ta porte d'entrée vers l'humour, qui t'a fait découvrir ça, enfin plus en profondeur, plus dans les détails et qui a étendu Ouais, ta culture humoristique, je vais dire. totalement, parce que de base, ouais, pour moi, l'humour, c'était Florence Foresti, Gad Elmaleh, et c'est tout. Et ouais, c'est seulement quand j'ai rencontré Dan. Et encore, Dan, j'ai commencé à le suivre. On s'est rencontrés parce que je le suivais sur Twitter, juste parce que je trouvais ses tweets marrants, mais je savais pas qu'il était humoriste. Ok. Donc, ouais, ça a commencé comme ça. Puis je suis allée le voir au Cirque Royal. Je me suis dit, tiens, ici aussi, il y a des chouettes spectacles et tout. Et donc, c'est en effet ma porte d'entrée. Ben merci Dan, tu as bien fait ça, Mais ouais. à fond. Du coup, tu allais voir beaucoup de spectacles au Kings et à un moment donné, tu t'es dit, il y en a plein qui font ça, il y en a plein qui sont nuls, je peux le faire. Moi, cette phrase c'est pas qu'elle m'a choqué, mais je suis pas choqué, ça m'a tellement surpris parce que moi, justement, Ouais. je me suis vraiment dit le contraire. Je voyais des gens et je me disais, je ne peux pas faire ce qu'ils font. Ah, mais évidemment, mais je me suis dit ça aussi plein de fois, mais c'est juste qu'il y a... En fait, le truc qui s'est passé, c'est que... C'est pas que je me suis dit je pourrais le faire aussi, c'est que j'étais dans un moment de ma vie où j'étais vraiment paumée parce que je venais de sortir des études et en fait tous mes tafs s'étaient arrêtés au même moment. Et genre je sortais des études, j'avais tout mon temps pour bosser, mais j'avais plus de... Toutes mes émissions s'étaient arrêtées. Donc j'étais en mode putain, mais qu'est-ce que je fais? Et j'avais commencé à bosser en tant qu'attachée de presse depuis genre 6 mois et je détestais ça. Qu'est-ce que tu détestais dans le métier d'attaché de presse? Tout. C'est que en fait, ben ouais, mais sur papier, évidemment que j'aurais dû le savoir que j'allais détester ça, parce que c'est exactement tout ce que je déteste dans la vie. Mais je détestais le fait de devoir courir après des journalistes pour qu'ils parlent d'un truc que moi je trouve bien, et enfin devoir convaincre les gens
de la qualité d'un projet, ça me casse les couilles en fait. C'est saoulant et puis surtout que les journalistes ont même plus énormément de liberté dans les sujets qu'ils abordent. Ils ont plus énormément de place pour le faire. Ils doivent tout faire en speed parce qu'ils ont des pressions de fou. Et donc c'est pas évident et c'est un milieu où ouais, tu bosses énormément et tu gagnes quasi que dalle et ça marche une fois sur deux, enfin même pas et C'est pas très gratifiant, quoi. ouais non c'est vraiment ingrat comme truc et j'ai détesté et là je me suis dit putain mais j'ai fait 5 ans d'études pour faire un truc que je déteste en fait et, Et ça, et donc je me c'était, suis dit putain c'était ouais c'était la déprime de se dire ça ou tu... ah non là j'ai vraiment eu une phase de qu'est-ce que je vais faire de ma vie parce que et j'ai vraiment eu une phase où j'avais plus envie de rien en fait et je restais juste chez moi et je zonais, je fermais les rideaux et j'écoutais de la musique triste quoi. C'était vraiment le cliché de la déprime et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir une psy d'ailleurs. Ok. Et c'était non, c'était affreux. Et du coup, j'ai un peu eu 6 mois où j'ai fait des tafs à gauche à droite qui me plaisaient pas, mais qui me permettaient de sortir de chez moi et de me forcer quand même à sortir et d'avoir un peu un rythme de vie parce que sinon je faisais plus rien. Et j'ai fait ça pendant ouais 6 mois, puis je savais pas trop quoi faire. Donc à un moment, je me suis dit vas-y, mets-toi des objectifs et tout. Et donc vu que bah, l'humour j'aimais bien, je me suis dit bah ouais, il y a plein de gens qui font ça et ils sont très mauvais, mais dans le sens où, oui, il y a plein de gens incroyables, il y a plein de spectacles où je me dis je serais jamais capable de faire ça, mais il y en a aussi plein où des gens montent sur scène alors qu'ils ont rien à dire, qui font des blagues qui ont déjà été faites partout, qui n'ont aucune originalité, aucun propos, et je me dis mais putain, si ces gens-là le font, bah en fait je peux essayer, parce que même si c'est nul, bah ce sera pas plus nul que ça. Ok, ouais, donc tu disais, je peux avoir ce niveau-là, pas spécialement avoir le niveau des meilleurs. Je veux dire, Oui, évidemment. Évidemment, ouais. Tu regardais pas Dan en te disant, ouais, ça je peux faire. Non, 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 mais je voyais des petits qui démarraient, tu vois, et je me disais, mais si eux trouvent qu'ils ont la légitimité de monter sur scène pour tester, bah vas-y, moi je peux essayer aussi, quoi. Donc, et je savais que ouais, ça allait pas être bon, parce qu'évidemment, c'est jamais bon au début. Mais, et puis j'avais aucune ambition derrière, tu vois, je me disais juste, vas-y, fous-toi un défi et fais-le une fois. Et puis j'ai fait une fois et c'était pas bon, mais c'était pas dégueulasse non plus. Ça s'est quand même bien passé, c'est ça que j'allais te demander. Ben ouais, en fait, au début, je me sentais trop mal. Genre, c'était affreux, le stress affreux. Vraiment, je me sentais trop mal. Je me disais, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis infligé ça de manière volontaire? Ça n'a aucun sens. Mhm, Euh, et je connais. puis, euh, et puis, bah ouais, ça c'est. J'étais très stressée, mais franchement, mon texte était pas le pire truc que j'ai fait dans ma vie. Et il y a même des blagues que j'ai encore dans le spectacle aujourd'hui. Ok. Et je commence à les virer hein, là parce que j'en ai marre, mais c'est quand même des choses qui n'étaient pas totalement dénuées de sens et d'intérêt, je trouve. Et donc voilà, je me suis dit, bah vas-y, je l'ai fait une fois, c'est passé de manière correcte. Je vais essayer de le faire une deuxième fois pour voir si je suis capable de faire ça mieux. Et puis de fil en aiguille, bah, je me suis retrouvée à dire, ouais, mais est-ce que maintenant je peux faire un truc vraiment, vraiment bien? Et là, bah, ça fait 1 an et demi que j'essaye. Et moi, je peux te dire que tu y arrivais, mais ça, c'est mon avis à moi, mais ça, c'est mon côté fan. Euh, mais c'est bien, c'est parce que ta première scène, c'était une bonne expérience, parce que des fois, ça peut être vraiment le pire truc de notre vie. J'ai entendu, c'est Marina Rollman, sa Marina Rollman, ouais. première scène, elle a remis 5 ans avant de remonter sur scène, tellement que c'était dur. Bon, les conditions étaient horribles Ouais. et tout ça, mais voilà, ça peut être à double tranchant, quoi. Ouais, totalement, mais ouais, non, c'est dans des conditions assez, c'est un truc assez bienveillant, assez chill, c'était au Comedy Club, scène ouverte, donc vraiment tout le monde, genre c'était la promesse que tout le monde allait être mauvais, tu vois. En gros, c'est ça. Bah, ça Mais dépend, hein. heureusement. Franchement, j'ai déjà fait plusieurs fois les scènes au Kings. Des fois, enfin, il y a tout. Tu peux tomber sur des très bons et des très mauvais. Et dès qu'ils sont corrects, si tu peux être dans ce correct, t'es déjà très content. Enfin, moi, j'avais ça. Hmm. Mais après, des fois, il y en avait enfin, des habitués qui revenaient, qui voulaient tester un petit bout derrière. Et même le truc Ouais. qu'ils ont écrit sur un post-it vite fait. Et c'est mieux que le truc que t'as passé 2 ans à écrire. Ouais, mais il y a évidemment des gens qui ont l'habitude et qui testent du nouveau matos, mais qui ont l'habitude et ouais, ça se sent directement, quoi. C'est clair. Et du coup, après, tu as commencé donc à écrire de plus en plus et tu t'es dit, je book un créneau au Kings, je me débrouille, je vais écrire mon spectacle, d'ici là, il sera prêt. Ouais, là j'avais 30 minutes, je pense. Et je voulais que mon spectacle soit prêt genre 3 mois plus tard. Donc j'ai demandé à Cédric du Kings de me booker un créneau. C'était le 13 juillet.
Je ne sais pas pourquoi, j'ai une très mauvaise mémoire, mais je me rappelle vachement bien des dates où je joue. Et donc le 13 juillet, j'avais un créneau et je devais avoir terminé l'écriture. Et ben j'ai fait ça. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis dans le spectacle, évidemment, mais c'était plutôt cool comme première. C'était ouais, assez intense. Mais est-ce que t'as écrit à partir du moment où tu as dit mets-moi le créneau, ou alors vraiment la semaine avant tu t'es dit oh merde, j'ai rien de prêt, il faut que je bosse à fond. Ah non, non, j'ai écrit, je m'y suis prise à l'avance. J'ai toujours un peu un côté bon élève pour ça. Ok. J'avais déjà pas mal de matière et puis en gros, je savais les thèmes que je voulais aborder et tout ça. Il restait juste à écrire les trucs, mais j'avais une idée quand même de ce que j'allais faire, donc ça a été. Ok, non, c'est parce qu'il y en a qui fonctionnent différemment. Je sais qu'il y en a plein qui, allez, peut-être 2 semaines avant, vont avoir un rush où ils vont écrire à fond. Il y en a qui vont préparer tout le temps. Enfin, chacun a un peu sa méthode et je voulais voir un peu la tienne. Ouais, moi ça dépend. J'ai ça pour les chroniques, mais pour l'écriture spectacle, non, j'ai pas eu ça. Parce que je préfère être à l'aise et vraiment travailler les choses. Vu que mon spectacle est assez, tout a un sens et toutes les histoires se mélangent un peu les unes avec les autres, ben il faut que ce soit préparé pas mal en amont parce qu'il y a des choses, si j'oublie de les placer, si j'oublie de les dire au début du spectacle, bah à la fin ça n'a plus de sens en fait. Vu que tout est une boucle, donc ouais, c'est assez compliqué, donc je pouvais pas trop me permettre ça. Mais pour tes chroniques, donc tu as des chroniques sur Pure FM et tu as des chroniques sur France Inter. Tu as besoin de ce rush. Bah ouais, là je suis un peu plus une merde pour les chroniques. Ouais, je sais pas si j'ai besoin de ce rush, mais déjà ce qui s'est passé, c'est que là sur les derniers mois, enfin avant le confinement, j'avais beaucoup de dates et de chroniques. J'en avais genre 2 à 3 chroniques par semaine, plus les dates et tout. Donc c'était vraiment compliqué de s'y prendre à l'avance déjà. Et surtout, vu que quasiment tout mon temps était consacré à mon travail, c'était hyper dur de trouver des sujets parce que je vivais plus rien en fait. Et donc je me retrouvais souvent la veille au soir à me dire mais putain, je n'ai rien à dire. Je ne sais pas de quoi je vais parler. Et donc je me retrouvais à faire des trucs claqués à 5 heures du matin parce que j'avais tourné en rond pendant 2 jours, quoi. Donc ouais, il y a soit de ça, soit ouais, ce petit rush qui fait que j'ai écrit une chronique et je la trouve correcte. Et puis 2 heures avant, je suis dans le Thalys. Et là, j'ai une idée que je trouve trop bien. Et en 1h30, je torche un truc mieux que ma chronique de base, quoi. Donc ouais, des fois, les petits rushs comme ça peut faire des miracles, quand même. À fond. Parce que je pense les avoir toutes écoutées et je pense qu'il n'y en a pas une qui a jeté dans sa totalité. Putain, si dit. Sérieux? Il y en a une qui est affreuse. Attends, je veux que je la réécoute, c'est laquelle? Ah, mais non, je peux pas le dire parce que sinon les gens vont l'écouter. Je te le dirai en off, mais il y en a une qui est affreuse. Ah, j'ai dû la rater ou chez alors Inter. je la trouve drôle et dans ce cas-là, c'est pire. Ah non, putain, elle est affreuse. Il y a rien dedans, il y a rien. Je pense qu'il y a une vanne drôle et je vexe l'invité en plus, donc il y a rien à retenir de. Ah, tu me la donnes, faudrait que tu me la donnes en off. Ouais, ouais, non, Comme elle ça, est je pourrais la affreuse, donner à cette tout le monde après. Non, je rigole. chronique. Dans la description. Dans la description, ça sera le titre. Ma chronique ratée avec non, non, non. Le pire truc que je peux faire. Honnêtement, ce serait très drôle. Ça serait drôle, mais j'ai quand même envie que tu partages le podcast, tu vois, après. Coup, après, t'as continué à travailler sur ton spectacle, tu l'améliores toujours de plus en plus, t'as tourné partout, un peu en Belgique, en France, en Suisse. Est-ce qu'il y a un autre pays que j'ai oublié ou... J'ai pas joué le spectacle complet au Canada, mais j'ai fait quelques dates là-bas. T'as joué où? T'as joué au bordel? Ouais, j'ai joué au Bordel, au Ah. Terminal et à l'Abreuvoir. Bon, c'est à partir de maintenant que je commence à être vraiment très jaloux. Je l'avais écrit juste un peu plus loin. Et voilà, t'as fait le bordel. Donc moi, c'est dans mes objectifs de vie. Ah, c'était trop bien. C'est fou cet endroit. Puis surtout juste avant, il y a genre Mike Ward qui est venu tester des trucs. C'était Oh, trop fou. putain. Ouais, c'était malade. Alors, deuxième objectif dans ma vie, c'est de parler avec Mike Ward et de le rencontrer une fois. Ah bah il est trop cool. Mais il a dit qu'il ferait probablement une tournée avec sous écoute avec Ah, le trop podcast. Donc ça serait Inch'Allah, génial. il passera aux Kings. À fond. Ça, il faut vraiment pas que je le manque. Parce que donc pour ceux qui connaissent pas Mike Ward, c'est un humoriste québécois qui fait de l'humour bien trash. Mais moi je trouve ça super bien écrit. Il a le podcast, je crois, un des podcasts les plus écoutés au Québec qui s'appelle Sous écoute, où il rencontre plein d'humoristes et pas que. Enfin moi je les adore toutes.
tous les podcasts, je les ai pas encore tous écoutés. Est-ce que j'ai oublié quelque chose sur Mike Ward? Très drôle et très engagé dans la liberté d'expression chez les humoristes. Et, mec incroyable. Donc, checkez son Twitter, ses podcasts et tout. Il est très très drôle. Et il a un spectacle complet sur YouTube si jamais. Allez voir, de toute façon, tout ce qu'il a fait, j'ai bien aimé. Mais après, je rate les trucs qui sont pas bien faits apparemment. Donc, Peut-être qu'en fait, Mike Ward est vraiment pas drôle. ouais, bah, il le cache bien. Et du coup, est-ce que dans toutes ces scènes que tu as faites, est-ce qu'il y en a vraiment une en particulier que tu te dis, cette scène était horrible, ça fait partie des pires souvenirs de ma vie, ou pas trop? Mais franchement, j'ai pas mal de chance parce que, ouais, j'entends souvent mes copains humoristes qui racontent des choses affreuses qui leur est arrivées sur scène et tout, des trucs vraiment des bides énormes. Et moi, franchement, ça va. Vu que j'ai assez vite fait des scènes vraiment chouettes, vraiment importantes, professionnelles et tout, j'ai pas dû passer par des open mic dans des otakos au fin fond de Charleroi, tu vois. Et donc, franchement, ça va. J'ai rarement joué dans des mauvaises conditions. Donc, je dirais que dans mes pires scènes, il y a eu un truc au Paname une fois à Paris. Je suis Enfin, surtout à cette époque-là, j'étais très calée dans mon texte. Donc, si j'avais prévu un truc, ça ne pouvait pas être changé parce que sinon, j'angoissais. Et donc, on m'avait dit, tu joues genre 7-8 minutes. Et donc, j'avais préparé mon 7-8 minutes et puis j'arrive au Paname. Donc, c'est un peu l'endroit par excellence à Paris où les gens vont jouer parce que il y a 6 créneaux par jour, il y a du stand-up tout le temps et tout. Et c'est réputé comme un endroit super stressant pour venir jouer la première fois. Enfin, quand c'est la première fois que tu y vas, c'est réputé vraiment stressant, mais après c'est Paris déjà. Ouais, déjà, ouais. Ça a une réputation géniale. Et quand ils te connaissent pas, il y en a plein qui te calculent pas des masses apparemment. Mais moi je sais tout des apparemment, parce que c'est tous ces trucs que j'ai entendus. Mais... J'arrive là assez contente et tout, je me dis cool, je joue au Paname. Et puis on me dit ouais non mais tu fais 5 minutes. Hein. Et j'étais là quoi mais on m'a dit 7, je me dis non mais tu fais 5. Je fais mais je dois changer mon texte. Et pour finir j'ai fait ça et en fait heureusement que c'était 5 parce que c'était un tunnel. J'avais l'impression que les gens ne comprenaient pas le français en fait. Tellement il ne se passait rien dans leurs yeux. Okay. Genre il y avait rien qui se passait alors que c'était mon sketch le plus rodé, tu vois. C'était un truc qui cartonne, c'est un truc que j'ai fait à Montreux et que dalle, mais vraiment aucune réaction et j'étais là mais putain qu'est-ce qui se passe? Mais t'as eu de la chance que ce soit que 5 minutes. Ouais, mais à fond. Moi j'ai eu ça sur un quart d'heure. Oh putain, c'était où? J'ai fait une première partie de Benoît Delabie. Et en fait, j'ai fait sa première partie le samedi et ça a cartonné. J'ai vraiment fait 15 minutes, c'est une de mes meilleures scènes. Et le lendemain, on joue le dimanche vers 4h, déjà autre ambiance. Et pas un rire, pas un son, rien pendant 15 minutes. À part moi qui parle comme toi, comme s'il parlait pas ma langue. À un moment, je voyais des téléphones qui sortent des poches, tu vois, qui illuminent un peu le visage des gens. Et des... tu sais pas quoi faire, tu raccourcis, parce que j'avais 15 minutes à faire, je pense que j'en ai pas fait 15 minutes, mais il fallait quand même pas que j'en fasse 2. Mais donc j'ai bien resté 10 minutes comme ça dans un tunnel, comme tu dis, à remettre toute ta vie en question sur scène pendant que tu es en train de parler, et l'après n'est pas spécialement mieux quand tu croises les gens après. Ouais, putain, tu sais que personne va te féliciter, hein, et qu'ils vont juste te dire, mais vous avez un vrai travail sur le côté, hein. Oui, ouais, t'inquiète. Oui, moi heureusement j'en ai un, tu vois. Ouais, non, c'est fou à quel point en 2 jours, le même texte peut cartonner ou faire un beat total, quoi, c'est malade. À part la scène au Paname, ça va. Bah franchement, ouais, ça va. Je pense j'ai dû avoir quelques trucs aussi au Kings où des fois, genre même, ouais, il y avait une fois, je me rappelle, j'avais trouvé le public vraiment très froid alors que je jouais mon spectacle complet, donc les gens étaient venus pour moi. Donc j'étais assez surprise. Ouais, c'est arrivé une fois, je sais même plus quand. Bah tant mieux. Bah oui. Et je crois qu'on l'a pas dit, mais donc ton spectacle s'appelle Bon anniversaire Jean. Oui. Et tu parles, on peut le dire, je pense, de toi tout du long. Oui, parce que c'est le seul sujet sur lequel j'ai un peu une expertise. C'est un truc vraiment que j'adore quand les humoristes parlent d'eux, parce que c'est tellement personnel, c'est tellement du ressenti, enfin que c'est ce que je préfère. Donc le spectacle, allez le voir, dès qu'on peut voir les spectacles. Venez, donnez-moi votre argent. je vous le conseille, mais énormément. Et tu as aussi fait une vidéo qui a fait 6 millions de vues sur une scène du What the Fun.
quand même. Et qu'est-ce que ça fait de savoir qu'il y a 6 millions de personnes qui ont vu un de tes sketchs? En fait, je sais pas, Bah, je pense que je me dis rien par rapport à ça, parce que c'est juste... Non, enfin, je vois bien que plein de gens ont commenté, donnent leur avis et ont rejoint mes réseaux sociaux et tout, mais sinon, non, je me dis pas... Non, je me dis rien de spécial par rapport à ça, sinon. Ok, tu te lèves pas tous les matins en te disant ouais, j'ai fait 6 millions de vues. Non. Non. Mais je vais y penser maintenant. Maintenant, tu peux te réveiller tous les matins du confinement en te disant j'ai 6 millions de vues. Est-ce que tu trouves ça dur, toi, les commentaires, les gens qui donnent leur avis et tout ça, ou ça va? Tu le vis bien? Ça dépend. Au début, bah en fait, j'ai arrêté de les lire. En tout cas, la majorité du temps, parce que bah, j'ai rien à en retirer. Parce que soit ça va être positif et un peu passer au-dessus et ne remarquer que les négatifs, soit ils vont être positifs et je vais un peu me contenter, me reposer sur mes lauriers et tout, et me dire « Oh putain, je suis génial, je suis tellement drôle, regarde, il y a plein de gens qui m'aiment », et donc moins travailler et donc devenir nul, ou en tout cas ne pas progresser, donc j'ai pas envie. Ou alors je vais voir que les négatifs et me dire « Mais putain, ces gens ont raison, je suis une merde et je devrais arrêter l'humour ». Et donc j'ai absolument rien à gagner, donc j'ai arrêté de les lire. Aussi, le truc, c'est que j'essaye de passer moins de temps sur les réseaux. Et donc, ouais, c'est tellement chronophage d'essayer d'aller voir les avis et tout sur YouTube, sur Facebook et tout. Et puis ouais, voilà, j'en ai marre. En général, les commentaires négatifs, ils m'énervaient et j'ai pas envie d'être énervée, donc voilà, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Mais c'est vrai qu'au début, il y en a qui m'ont pas mal atteinte, et il y a des choses où tu te remets en question quand même, quoi. Enfin, c'est toujours désagréable de te faire insulter gratuitement par des inconnus. Et en fait, surtout, il y a un peu ce truc d'injustice et ouais, vraiment de l'énervement, parce que je me dis, putain, mec, t'as un contenu gratuit sur Internet qui apparaît dans ta timeline, et toi, tu viens me casser les couilles parce que tu trouves que c'est pas assez bien, mais genre, ne regarde pas. Moi, j'ai jamais compris ça. Moi, tu n'aimes pas, genre, tu c'est coupes juste, la ça vidéo. m'énerve. Ouais, c'est pas logique en fait, et ça m'énerve que les gens soient pas logiques, et j'ai envie de dire, mais perds pas ton temps, mec, fais des choses que t'aimes dans la vie, tu seras plus heureux, genre vraiment. Donc ça m'énerve, donc ouais, vraiment, j'ai que du négatif à tirer de ça. Ok. Parce que même moi, j'ai regardé les commentaires de ta vidéo et j'étais énervé, moi. Donc je me dis, faut pas que tu les regardes, tu vois. Parce que Ouais, non. il y en a quelques-uns qui parlaient de plagiat et j'étais là, mais où? Et tu demandes... Mais ce ne sont pas les mêmes blagues. Mais oui, et je me dis, mais je regarde énormément d'humour, je le saurais si c'est pris quelque part, franchement. Et après, il y a aussi tous ceux qui te comparent à Blanche Gardin parce que t'es une fille, elle aussi, c'est le seul point commun. Moi, je lisais les commentaires, je me disais, oh, l'anonymat, c'est cool. Mais, mais voilà, c'est bien, ça t'atteint pas plus que ça. Bah, c'est juste que j'en ai marre, quoi. J'ai plus d'intérêt, et en plus maintenant j'ai l'avantage qu'il y ait plusieurs vidéos qui tournent bien en parallèle, et du coup j'ai même pas le temps en fait. Il y a trop de trucs, j'ai trop souvent des notifs, et du coup je les check plus parce que sinon ouais, ça prendrait vraiment trop de temps. Bah, tant mieux, si ça t'affecte pas, c'est bien. Et à partir de maintenant, normalement, ça allait commencer le moment où j'allais dire aux auditeurs que je te jalouse énormément, mais ça a commencé un petit peu plus tôt avec le bordel. Mais donc, t'as fait le festival de Montreux, t'as fait la première partie de Kian Kojandi, d'Alex Vizorek, de Guillermo Guise, et ça c'est ton Wikipédia qui le dit, mais t'as fait aussi Roman Frécinet. Non, alors là, ça a été ajouté avant la date, et il y a eu confinement, donc ça a été annulé. Ça va, je te jalouse un petit peu moins. Tout petit peu moins. Ouais, mais logiquement, c'est reporté en octobre, donc ça devrait se faire quand même. Bah, je te jalouserai un peu plus en octobre. Ok. Mais il y a quand même la première partie de Kian Kojandi qui pèse très fort dans la balance. Ouais, c'était très cool. Dans tout ça, c'est quoi ton meilleur souvenir de scène? Ouf. Ça tombe, c'est même pas un de ceux-là. Hein. Ça peut être une scène au Kings ou une scène à Charleroi avec 5 personnes, mais que c'était l'enfer, tu vois. Je pense que le dernier show, c'était... Je me rappelle m'être dit, c'était le 22 février. Non, si, le 22 février. C'était la dernière fois que j'ai joué au Kings, mon spectacle complet. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que là, début d'année, j'essayais de tester du nouveau matériel à rajouter dans le spectacle. Et en fait, j'étais tellement stressée sur la fin du spectacle, le nouveau matos et tout, parce que je voulais que ça se passe bien, que j'étais hyper zen pendant le reste du show. Et du coup, j'étais hyper relax, et le public était hyper chouette. Et donc, il y a vraiment eu un échange super cool, et
Et j'étais beaucoup plus dans le relâchement que d'habitude. Et ça, pour moi, c'était une de mes meilleures scènes du coup, parce que j'étais vraiment chill. J'étais dans le moment plutôt que d'être figée dans mon texte. Et c'est un truc auquel j'aspire beaucoup. Et je pense que le confinement me fait prendre pas mal conscience de ça. Et j'ai discuté avec Kian justement quand on jouait ensemble à Other Game. Et on a parlé de ça et de comment écrire pour qu'on n'ait pas l'impression d'être figé dans un texte. Et depuis cette discussion, j'écris différemment. Avant, je figeais très très vite mon texte. Et donc vraiment, je me mettais face à mon ordi et j'écrivais mot pour mot mes blagues. Et du coup, en général, j'écrivais les trucs et puis ça bougeait très très peu parce que les trucs étaient très vite figés en fait. Et maintenant, je fais plus par bullet points et je me dis, ok, je sais que je vais aborder ça dans tel ordre, je sais plus ou moins ce que je vais dire, mais je me laisse la liberté qu'il y ait des digressions, que je reformule comme je veux, comme je le sens, que il peut y avoir des interactions selon le moment et tout. Et ça me laisse beaucoup plus de liberté. Et c'est tellement plus agréable en fait. Et voilà, donc j'étais en train de progresser là-dedans juste avant que tout soit annulé. Et donc voilà, j'ai pas pu terminer, j'ai pas pu continuer ce test de nouveau matos. Mais donc cette date du 22 février au Kings était vraiment chouette parce que c'était un chouette mélange entre moi qui est mon texte rodé mais qui est beaucoup plus chill, où c'est beaucoup plus je raconte des choses plutôt que je suis figée dans mon truc, et la fin qui était du test de j'ai des idées, on va parler de ça, mais on laisse les choses arriver telles que ça va arriver, quoi. Et donc voilà, cette date-là était vraiment bien. Mais j'espère que les autres... Là, on l'a pas encore annoncé. Je sais pas quand ton podcast va sortir, mais on va bientôt annoncer... je vais faire tous les samedis soirs au Kings pendant l'été. Ah, trop bien. Avec 30 minutes de nouveau matos. Oh. Et là, je pense que ça va être pas mal le même principe de j'ai des bullet points et je teste des choses, mais juste des histoires que je trouve marrantes. Ouais, plutôt des angles et des histoires marrantes que des punchlines, quoi. Et je pense que les punchlines vont se construire au fur et à mesure, et j'espère que ça va être un peu plus, un peu plus libre, en fait, comme ton, et moins scolaire. Moi, j'avais entendu dans un des podcasts que tu écrivais, mais vraiment tout Ouais. à la ligne, et ça m'avait vraiment rassuré d'entendre ça, parce que je me suis dit, ah, je ne suis pas le seul à faire comme ça. Et maintenant, tu me dis en fait que ça change. Voilà, tu viens de me rajouter une petite angoisse. Ah mais non, mais en soi, c'est un style qui, j'avais essayé il y a un an, je pense, j'avais essayé de faire ça et de faire par bullet points, et c'était mauvais, oh mon Dieu, c'était mauvais. En fait, j'étais flippée. Mais maintenant que je commence à avoir un peu plus d'assurance et que je sais quand même vachement plus là où je vais, parce que je sais que mes histoires, il y a une chute, et je sais que il va y avoir un truc drôle et tout, et donc une fois que t'as un canevas un peu précis, tu peux te permettre, d'être plus libre à l'intérieur de ce canevas, quoi. Mais il faut une certaine assurance. C'est totalement nécessaire d'avoir une certaine assurance avant de pouvoir se permettre ce genre de choses. Parce que sinon, tu vas juste t'angoisser et tu pourras pas te permettre de faire ce que tu veux, en fait. Donc, c'est vraiment un cul-de-sac d'office. Ok, le conseil, d'abord prendre de l'assurance et après... Enfin, c'est important de se rendre compte qu'on peut être drôle avant d'essayer de tester de nouvelles méthodes, quoi. Ok. Est-ce que tu te mets une pression supplémentaire quand tu fais genre la première partie de quelqu'un, ou quand tu fais un festival comme le festival de Montreux, ou c'est pareil? Non, c'est pas du tout pareil. Quand je fais une première partie, évidemment, je fais un texte assez rodé. Pendant toutes les premières parties de Guerre Moguise au TTO, je pense que j'en ai fait une dizaine. À chaque fois, j'ai fait le même texte parce que c'était un mélange entre des trucs hyper rodés et un truc qui est plus récent et moins efficace, mais que j'aime bien faire parce que c'est récent. Et donc voilà, c'était ce mélange que j'aimais bien parce que je prenais du plaisir et je faisais du rodé, et donc c'était safe. Quand je fais un festival, je t'avoue que là, ça fait depuis le début du confinement, je remets pas mal en question ce que j'ai fait à Montreux, parce que la vidéo sort fin mai. Ouais. Il me semblait bien qu'elle n'était pas encore sortie. Non, elle n'est pas encore sortie. Et en fait, je regrette d'avoir fait ce texte-là. Ah ouais. Donc, ça me fait trop chier. Mais tu regrettes parce que tu l'as amélioré après, ou... Non, il a pas bougé, mais en fait, je me dis, c'est pas ce que j'ai envie de montrer, en fait. C'est pas ça. Là, je vais avoir beaucoup d'expositions. C'est pas ça que j'ai envie de dire. Il y a pas assez de sens, en fait. Et je sais que à ce moment-là, c'était le meilleur compromis possible, parce que genre on avait pas mal discuté avec
avec celui qui gère la programmation à Montreux. Et on avait choisi le texte ensemble et eux, ils voulaient que je fasse un truc hyper efficace et moi, j'étais en mode non, mais je veux mettre du sens et tout. Et donc, on avait trouvé une sorte de juste milieu entre les deux. Mais pour moi, il n'y a pas assez de sens, en fait. C'était trop une sorte de patchwork, de blagues. Et donc, à refaire, je ferais pas du tout ça. Ok. Et donc, ouais, j'ai un peu ce truc de putain, c'est con d'avoir gâché cette opportunité. Et en même temps, c'est un texte que je fais toujours, donc j'en ai pas honte ni rien et je le trouve comique. Mais c'est juste que ouais, je sais pas, je trouve il y a un truc qui est pas hyper satisfaisant et d'un côté je me dis bah c'est normal, genre ça faisait 1 an que je faisais de l'humour, c'est le genre de truc que t'apprends au fur et à mesure et donc évidemment que je ferai plus les choses maintenant comme je les ai faites au début, c'est normal et voilà et puis de toute façon je vais encore faire d'autres montreux je suppose donc c'est normal et au fur et à mesure ça va évoluer et tout mais ouais il y a des choses comme ça où tu regardes en arrière et tu dis ouais c'était peut-être pas l'idée du siècle quoi. Ouais, mais après, si c'est un texte qui est efficace, ça va donner envie aux gens d'aller voir ton spectacle, qui vont après. Ouais, je sais, mais ouais. Ouais, mais c'est toujours ce truc assez casse-gueule. J'avais eu pareil quand j'avais fait, c'était en juin, donc ça faisait genre 9 mois que je faisais du stand-up et j'ai fait le gala avec Yann Kojandi sur Canal+. Et je me suis pris un gros stress genre 1 semaine avant. Et je me suis dit putain, faut que j'écrive du nouveau matériel pour le faire au gala parce que je trouve que rien de ce que j'ai est assez efficace. Et donc j'ai torché hyper vite un nouveau texte. Et là j'ai appelé Dan et il m'a dit mais non mais fais pas ça, t'es folle. Pourquoi? Et ouais non mais il m'a dit mais c'est une très mauvaise idée de faire du nouveau matos un gala télé Canal+, genre non en fait. Et en effet et pour finir j'ai fait du matos sûr et ça s'est très bien passé et voilà et je regrette pas. Mais et finalement ce que j'avais écrit en 2-2 pour ce gala-là, je l'ai fait à Montreux. Enfin, une partie. Mais ouais, non, c'est toujours vraiment un questionnement que j'ai de est-ce que je veux faire un truc efficace ou est-ce que je veux faire ce qui pour moi a le plus de sens. Et donc j'espère qu'à terme, j'arriverai à faire les deux en même temps en fait et que j'ai plus ce dilemme parce que j'arriverai à rendre les choses que je trouve importantes vraiment très drôles. Pour moi, une qui fait ça très bien, c'est Marina Rollman. Et elle arrive toujours à faire des conférences TED hilarantes en 4 minutes. Et genre, elle te torche ça, genre comme si c'était hyper facile. Et toi, t'es là, mais putain, meuf, tu viens de me faire comprendre des choses de la vie et tu viens de me faire rire. Genre, allez, quoi. C'est très fort, ouais. Ouais, donc voilà, mon but dans la vie, c'est de devenir Marina Rollman. Bah, d'après certains commentaires, c'est déjà fait, donc. Non, bah, C'est ça, c'est que j'ai déjà réussi. Bah, c'est bien, t'as réussi ta vie. Non, mais donc toi, c'est vraiment un objectif que t'as avec l'écriture, c'est d'un côté d'être vraiment efficace, mais l'autre côté d'avoir vraiment un message, d'avoir quelque chose à apporter aux gens qui les marque, quoi. Mais moi, l'efficacité est pas un truc nécessaire, mais c'est juste que Mais tu veux que ça soit drôle. quand c'est... Oui, bah déjà oui, parce que c'est la promesse, tu vois, sinon j'appelle ça un seul en scène. Et c'est pas exclu qu'à un moment je fasse ça, mais en tout cas pour un spectacle d'humour, oui, tu dois être drôle. Mais c'est juste que pour des galas comme Montreux et tout, bah ouais, ils ont certaines exigences. C'est un public qui est pas toujours facile. C'est un truc qui va être passé en télé, qui potentiellement ils vont prendre des petits extraits pour mettre sur les réseaux. Donc t'as quand même un certain besoin d'efficacité. Et donc il faut savoir jongler et faut savoir avoir un matos assez efficace, ouais. Ok. Je voulais parler un petit peu des chroniques sur. Donc, t'as les chroniques sur Pure FM, t'as les chroniques sur France Inter. Et t'as dû passer un casting pour France Inter, il me semble. Ouais, c'est Guillermo Guise qui a filé mon nom là-bas parce qu'il cherchait une remplaçante pour Agnès Surstel et donc ils m'ont appelé et ouais j'ai passé un casting, non j'ai fait une sorte de pilote affreux parce qu'en fait donc j'ai écrit mon truc, j'ai envoyé le texte et tout, ils m'ont dit ouais c'est bien viens le faire en studio donc j'y suis allée et là donc on s'est retrouvés en studio avec moi et en face le rédac chef de l'émission, la bande originale. Et donc j'ai fait ma chronique et il me fixait et il a pas rigolé une seule fois. Oh, quelle horreur. Et j'étais là putain merde, ça s'est trop mal passé. Et puis à la fin il m'a dit bah cool, c'était super. J'étais là mais quoi? Mais quoi? Mais non, tu n'as pas ri. Et en soi, c'était relativement logique parce que de un, il avait lu le texte avant et puis bah c'est son métier donc lui, il analyse plus ce qui marche, ce qui marche pas, ce qui va aller pour l'émission, pour les gens qui sont autour de la table, pour le public qui est dans la salle, pour le public qui est derrière sa radio. Et donc ouais, ça se tient mais putain, c'était chaud quoi. C'est dur, ouais.
Moi, j'ai ça à chaque fois que je fais un sketch devant ma copine. C'est que Oh, l'angoisse. souvent, je lui ai déjà fait avant des parties et après, je remets tout ensemble et je le refais. Mais donc, il y a rien, aucune réaction. Et à chaque fois, je me dis, mais elle me dit, ah, c'est bien. Et je dis, mais non, tu n'as eu aucune réaction. Elle me fait, mais Ah ouais, non, je savais ce que tu allais dire, c'est pas drôle, c'est pas que c'est pas drôle. Et après, là, je m'évanouis, tu vois. C'est super drôle, c'est super dur de faire son sketch et qu'en fait, il y a pas de rire derrière. Ouais, ouais, à fond. Au final, il t'a quand même pris, Ouais. ce qui t'a quand même permis de faire une chronique devant Alain Chabat, quand même. Ah putain, ça c'est une de mes préférées. Et d'ailleurs, c'est fou à quel point mes deux meilleures chroniques, je pense que c'est celle. C'est non, mes trois meilleures chroniques, c'est la toute première parce que j'étais méga stressée. C'est celle avec Alain Chabat et c'est celle avec Marina Rollman. À chaque fois, parce qu'il y a cette pression d'impressionner. Et le fait de savoir que j'étais à côté d'Alain Chabat et de Marina Rollman, ça m'a foutu une de ces claques. Et du coup, j'ai bossé de fou et c'est tellement motivant. En fait, c'est tellement important d'écrire pour quelqu'un. Et je commence seulement à en prendre conscience maintenant. Et à côté de ça, quand j'ai, par exemple, ma chronique qui est foirée, genre celle que je déteste chez France Inter, c'était avec un invité pour lequel je n'ai aucune admiration. Et ça m'a tellement pas motivée à écrire un truc bien, en fait. C'est fou à quel point ça joue. Bah oui, oui, mais t'as envie que ceux que tu admires se disent au moins que ce que tu fais est bien. Et Ouais, s'ils peuvent adorer ce que tu fais, c'est encore mieux. Mais ouais, c'est ça. je comprends tellement. Moi, je pense que déjà, on me dit que je fais une chronique devant Alain Chabat. Déjà, je m'évanouis. Ensuite, je panique. Et ensuite, je me réévanouis. C'est mon méthode de fonctionnement. Ce qui est marrant, c'est que tu en parlais tout à l'heure. Avez-vous déjà vu qui étaient un peu les premiers trucs d'humour et tout ça. Et après, tu fais une chronique devant Alain Chabat, quoi. Ouais, c'est fou. C'est Ouais, trop fou. c'est fou. Ouais, on sent la jalousie dans ma voix ou pas assez? Est-ce que je peux le faire plus, hein, s'il faut? On n'a pas encore parlé du tout de ça, mais tu pèses aussi dans le game du podcast belge. Bah, disons qu'on est tellement peu que même en existant, je pèse. Ah, voilà. Mais si, c'est parce que quand même, si on lit ta page Wikipédia, Alors déjà, j'ai une page Wikipédia, je propose qu'on le souligne. en plus que tu n'as même pas écrit toi-même, et c'est encore plus Non, cool. non. Parce que quand tu l'écris toi-même, c'est un peu triste. Quand quelqu'un le fait Ouais, pour c'est un toi, peu triste. c'est cool. Mais donc, si je reprends le truc, c'est que tu as créé le studio de podcast, j'aime bien quand tu parles, avec lequel tu produis tes propres podcasts, appelé un qui s'appelle Quiztax, qui parle de musique, un qui s'appelle Les gens qui doutent, où tu rencontres des gens que tu admires, humoristes, écrivains et tout ça. Tu as aussi fait un podcast qui s'appelle Bisexualité, qui est produit par la RTBF. Déjà tout ça, c'est pas impressionnant. Bah ouais, mais ça reste des podcasts, quoi. C'est pas, j'ai pas inventé la poudre non plus. Enfin, sans jeu de mots podcast, mais Non, non, mais ce que un je peu veux dire, marrant. c'est qu'avec t'as des podcasts sur plusieurs sujets, enfin, sont tous super aboutis. T'as rencontré des gens super intéressants dans Les gens qui doutent. Enfin, moi, je trouve ça génial. Bah Mais moi aussi. bah, moi aussi, je J'aime me bien. trouve génial. Je tiens à rappeler que Non, mais j'ai en 6 fait, c'est millions juste de que vues. c'est des projets que j'aime bien, quoi. Donc, genre, le podcast sur la musique, il y a vraiment pas grand monde qui l'écoutait. Mais moi, j'aimais trop le faire et c'était chouette. Et maintenant, les gens qui doutent, au début, il y avait pas énormément d'écoute non plus. Et puis maintenant, ça commence à bien prendre. Mais c'est juste des projets que j'avais envie d'entendre, en fait. Et ça n'existait pas. Genre, les podcasts sur la musique, il y en avait très, très peu. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, vas-y, je vais en faire un s'il n'y en a pas. Et pareil pour les gens qui doutent. Il y avait des questions que j'avais envie de poser à des gens et je trouvais pas les réponses. Donc je me suis dit, bah, vas-y, je vais les poser moi-même alors. Et c'est juste ça, en fait. C'est juste essayer de faire ce qu'on a envie d'entendre. En plus, moi, je connais pas les podcasts depuis super longtemps. C'est toi qui m'as fait découvrir ça. Quand j'étais au King, t'avais fait la première partie de Virginie Fortin. Ah, Et putain, je l'aime tellement. mais moi aussi. J'espère qu'elle entendra ça. On t'aime, Je Virginie. pense pas, mais on lui enverra la capture audio. Ça marche. Euh, Moi, donc, grâce à toi, j'ai découvert ça et je crois que depuis, je crois que c'était en décembre, il me semble. Oui, c'était le 12 décembre. Le 12 décembre. Tu Putain, retiens j'ai beaucoup de excessivement problèmes les avec les dates. Et depuis ce moment-là, je crois que la seule chose que j'écoute, ce sont des podcasts d'humour. J'ai écouté tout. Enfin, merci pour ça. Parce que qu'est-ce que je m'ennuyais dans ma voiture avant?
à écouter la radio et les pubs surtout. Non, mais il faut pas écouter la radio. Hein. Il faut pas. J'espère C'est que, le mal. j'espère que Pure FM n'entendra jamais ce que tu viens de dire. Mais non. Comment vendre son truc. C'est ça. Donc dans Les gens qui doutent, tu as rencontré plein de gens que tu admires. Est-ce qu'il y a vraiment un épisode que tu préfères? Eva Bester. Parce que c'est... En fait, dans ce podcast, je m'énerve beaucoup, parce que je l'ai réécouté genre 6 fois, je pense. Je m'énerve beaucoup parce que je rigole tout le temps. Je rigole trop. Dès qu'elle dit un truc, je suis en mode... mais d'un côté, c'est parce que je me rappelle à quel point j'étais heureuse de la voir et à quel point j'aime cette personne, à quel point je l'admire. Et maintenant, c'est vraiment une de mes amies les plus proches. Et c'est quelqu'un que j'aime et que j'admire éperdument. Mais du coup, ce podcast, déjà symboliquement, parce qu'il symbolise un peu le début de cette relation et tout, quand on a commencé à se rendre compte qu'en fait, on pouvait vraiment bien s'entendre et qu'on a commencé à se voir, à beaucoup se parler et tout. Et en plus, parce que je trouve qu'il a un chouette équilibre entre du drôle et du tragique. Et c'est toujours ce qui m'intéresse le plus dans les projets, c'est le mélange de drôle et de tragique. Et Eva est quelqu'un de très drôle et de très tragique. Et ouais, je pense que c'est mon épisode préféré pour ça. Ok. C'est marrant parce que ça me fait penser au... Je sais pas si tu vois le podcast de Sam Melia. Ouais, 4 comiques dans le vent mais à contresens. Ouais, il y a un épisode où il reçoit Manu Payet et il est mort de rire dès qu'il dit quelque chose, quoi. Il est tellement fan du gars que dès qu'il dit quelque chose, il rit mais tellement fort, plus que d'habitude, il est à fond et on a l'impression qu'il ne veut pas le lâcher, c'est trop marrant à regarder parce qu'il est trop fan et ça lui fait tellement plaisir qu'il soit là, c'est abusé. J'adore d'ailleurs ce podcast aussi, je vous le conseille. Est-ce que tu as, toi, des podcasts d'humour que tu conseilles vraiment à tout le monde d'écouter ou... J'ai beaucoup écouté Nouvelle École, qui n'a pas invité que des humoristes, mais il y en a eu pas mal. J'ai beaucoup écouté aussi À bientôt de te revoir, c'est pas souvent des humoristes, mais c'est très drôle quand même, parce que Sophie-Marie Larouille est très très drôle. J'ai beaucoup écouté ceux de Louis Dubourg, Un café au Losset. Ouais, je les ai tous écoutés. Tous. Bah voilà. C'est vachement intéressant et c'est un peu plus vraiment poussé, comédie, écriture et tout. J'ai écouté quoi d'autre? Qu'est-ce que j'écoute en anglophone? J'ai écouté quelques Marc Maron. Mais sinon, non, j'écoute pas énormément de podcasts sur l'humour, je pense. Non, je suis plutôt à lire des bouquins des humoristes. J'aime bien. Moi, c'est mon côté. Moi, je suis pas lecture du tout. Du coup, le podcast, c'est vraiment le truc qu'il me fallait, en fait. Bah, tu peux les écouter en livre audio, si jamais. Une possibilité. Après, il y a tous les épisodes de Sous-écoute avec Mike Ward. Oui, et Le Carré de Sable aussi de Pierre-Bruno Rivard. Oh, je connais des pas. humoristes canadiens. Je connais bah pas, voilà. je vais le rajouter. Merci. Cette question ne servait que à ça. Hein. Franchement, c'est juste, est-ce qu'il y en a d'autres que je ne connais pas encore? Sinon, ce que je fais aussi souvent, c'est bêtement, je tape Virginie Fortin ou Marina Rollman dans Spotify et je vais voir tous les podcasts dans lesquels elles ont été invitées et je les écoute tous. Et après, j'ai des problèmes de stalkage. Je ne connais pas du tout ça. Je ne fais pas ça. J'ai pas du tout fait ça avec les gens. Bah merci pour les podcasts. J'irai voir tout ça. Avec plaisir. Maintenant, j'ai des questions un peu plus sur ton écriture, sur ton style. Bon, je crois qu'on a déjà parlé un petit peu. Mais ouais, on a parlé tout à l'heure de comment t'écrivais au départ, où t'écrivais tout. Maintenant, c'est plus avec des points principaux et après, enfin, c'est ce que tu as envie de faire en tout cas. Les 2 premiers invités que j'ai reçus, c'était vraiment des improvisateurs. Est-ce que toi, l'impro, c'est important dans tes scènes ou tu évites au maximum? Eh bien, tu connais la réponse, Régis. Je connais la réponse, mais je veux partager à mes invités qui ne connaissent peut-être pas tout de toi. Ben non, j'aime pas du tout l'impro. Comme je te disais tantôt, j'étais très figée dans mon texte avant et j'essaye de m'en détacher un petit peu. Là, ces derniers mois, c'était un peu plus chill. J'ai essayé de me permettre un peu plus de choses, mais je reste quand même très figée dans mon texte. Et ouais, les interactions, en fait, je pars du principe que tout dans un spectacle doit apporter quelque chose. Et du coup,
une interaction ne va pas toujours apporter quelque chose d'intéressant. Parce que moi, quand je vois des gens des humoristes qui font aller, comment tu t'appelles, tu fais quoi dans la vie et tout, machin, oh là là, ta chemise elle est moche, ben en fait ça me casse les couilles parce que il y a rien comme contenu, il y a rien, c'est des blagues qu'on entend à chaque fois. Tous les stand-uppers qui veulent faire un peu de l'impro, de crowd work avec le public et tout, ils font ça, ils ont les mêmes phrases, les mêmes réponses et ça me fait trop chier. Et du coup, non, j'essaye un maximum, mais maintenant j'essaye de m'ouvrir un peu plus. Quand les gens réagissent à quelque chose que je dis, eh ben j'essaye d'aller un peu plus leur répondre et voir si on peut tirer la conversation là-dessus. Mais comme ça, on part déjà d'un sujet qui est spécifique au spectacle et donc il y a un peu plus de chances que ça apporte quelque chose et que ce soit marrant d'une façon spécifique et que ce soit pas juste oh là là, t'es prof, bah en tout cas tu viens de faire une faute de français donc oh là là, enfin tu vois, ça me donne envie de crever vraiment. Je suis assez d'accord avec toi. Enfin, moi, souvent, quand j'en vois qui en font, je me dis, il y en a qui ont vraiment une méthode pour le faire et qui sont vraiment très doués pour le faire. Mais en même temps, s'ils le font pas, c'est tout aussi bien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah, mais il y en a qui sont très bons, hein. Il y en a qui sont incroyables quand ils le font. Je trouve que Seb Melia est vachement bon là-dedans. Melia, il fait même des vidéos de lui et il les poste avec les impros qu'il fait. C'est super drôle. Mais c'est vrai que ça n'apporte pas énormément au final non plus. Même si je les trouve super drôles. C'est pas mon genre de comédie, même si ouais, il y a des gens qui font ça très bien, mais c'est pas le genre de comédie qui moi me parle beaucoup. Ok. J'allais te demander, qu'est-ce que t'aimes le plus dans l'humour? Bah, ça va être con comme réponse, mais la surprise. Le principe de l'humour est quand même basé sur la surprise, donc c'est pas très intelligent, mais j'aime bien avoir l'impression que je sais où ça va et en fait pas du tout. Et ce moment où tu dis putain, ouais, mais bien vu, j'aurais tellement pas pensé à ça et c'est brillant et là, oh putain, mais il a gagné mon cœur quoi. C'est ça, ouais, c'est ça que j'aime et puis j'aime que les spectacles soient brillants, que ce soit bien écrit, que ça ait du sens, que ce soit réfléchi et que ce soit pas juste j'ai pensé à une vanne, j'ai pensé à 3 vannes et du coup je les ai mises ensemble et ça a fait un spectacle. Non, c'est vraiment que ce soit un truc qui a été réfléchi, qui a été construit, qui a été ah ouais, comme des gens, à chaque fois je le cite dans à peu près tous les podcasts où je suis invitée, je pense, mais Daniel Sloss, pour moi, c'est vraiment l'exemple parfait de chacun de ses spectacles a un thème principal et c'est hyper intéressant en fait. Même si t'enlèves toutes les blagues, ça reste un truc extrêmement intéressant. Et genre, j'ai déjà utilisé des arguments de ces spectacles dans des conversations normales. Je fais tout le temps ça. C'est genre à partir du moment où t'es capable de me faire comprendre des choses de la vie dans un spectacle d'humour, mais c'est bon, t'as gagné quoi. Pour moi, c'est ça qui me plaît le plus. Ouais, j'aime assez rarement l'humour gratuit, même si ça m'arrive, il y a des choses teubées qui me font vraiment rire, genre des perruches qui font du skateboard, incroyable, incroyable. C'est parmi mes vidéos préférées. C'est très précis comme vidéo en plus. Ouais, mais c'est parce que j'ai regardé ça avant-hier. Et ouais, des trucs comme ça, ou des vidéos à la con. Des fois, il y a des TikTok que je vois tourner sur Twitter qui me font éclater de rire, que je trouve incroyables. Ou des trucs comme The Office, ou des choses absurdes comme ça, où les personnages, genre Michael Scott est un personnage très cliché. Et dans la vraie vie, je le détesterais. Mais pourtant, là, je trouve que tout dans cette série est incroyable. Voilà, et pourtant c'est gratuit, il y a rarement un message extrêmement important, philosophique derrière, mais je trouve ça incroyable quand même. C'est comme dans t'as Brooklyn Nine-Nine, il y a rien derrière, mais moi ça me fait... Oh, mais cette série est incroyable. C'est super, il est tellement drôle le personnage principal, je n'arrive pas à revenir sur... Jake Peralta. Oui, mais l'acteur, je voulais dire. Andy Samberg. Ah, en fait, toutes les infos sont là, c'est magnifique. Ouais, non, il est incroyable, ce gars. Ah, c'est tellement drôle. Les vidéos de Rose qu'il fait, ils sont super drôles aussi parce qu'il part complètement dans un truc différent. J'adore ce gars. Ouais. On va citer tous les gens. On va citer tous les gens qu'on aime dans ce podcast. Bah ouais, c'est un podcast name dropping. Tu devrais l'appeler name dropping. Mais je pourrais, et en plus j'ai un truc name dropping juste après. Ah ouais? Ouais, je te promets. Je crois que j'ai oublié de te le dire au début du truc, à mon avis. Ok. Ouais, désolé. Je suis super bien préparé. Et qu'est-ce que t'aimes le moins dans l'humour, dans le fait d'en faire, je veux dire? Ce que j'aime le moins...
Ça peut être répondre à cette question, par exemple, tu vois. Non, non, mais j'hésite parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses que t'aimes pas, bah tu peux les dire. Hein. Ouais. Ben, j'aime pas le fait de trop devoir bouger. C'est très fatigant de taper 7 heures de train pour aller faire un spectacle. C'est assez fatigant et il y a des moments. Enfin là, j'en fais de moins en moins, mais des fois, j'allais en Suisse pour faire un plateau de 10 minutes, tu vois. Donc, Ok, je me ouais. dis, waouh, c'est chaud. Ouais. Donc, ça m'embêtait un peu. Le fait de. Sur ces derniers mois, avant le confinement, j'avais très peu de soirées chez moi, j'avais très peu de temps pour voir mes potes et tout, donc j'avais plus rien. J'avais plus de sujet dont parler sur scène, en fait, parce qu'il m'arrivait plus rien. Euh, Donc, il y a ça qui m'embêtait. Et puis, la répétition, la redondance dans genre jouer tout le temps la même chose. Putain, mais j'en peux plus, hein. Moi, le malaise, il faut plus m'en parler. Ça me casse les couilles, putain. Alors que ce sketch est exceptionnel. Je l'ai encore remontré hier à ma copine parce qu'elle disait, je lui disais, ah, demain je fais le podcast avec Fanny. Elle me dit, c'est qui encore? Et je lui dis, mais si, c'est la vidéo sur le malaise. Elle me fait, ouais, montre-moi. Et j'adore ce sketch. Mais moi, j'en peux plus. C'est le truc que j'ai le plus joué dans la vie, donc je pense que je dois l'avoir joué. Faudrait que je regarde le nombre de dates, mais 500 fois, je dirais. Donc j'en peux plus. J'en D'office, peux tu plus t'en... de ce train dans lequel je veux du silence. J'en peux plus. Mais c'est super drôle. Moi, je suis pas encore lassé de cette vanne. Je l'ai pas entendu ça encore 500 fois. Je l'ai dû juste entendre 450, tu vois. Donc, est-ce que toi, tu te considères comme un peu une stand-up geek en mode tu connais tout, tu regardes tout Non. Non, non, non. C'est un truc qui m'intéresse vraiment, mais je regarde plus tellement de spectacles. Je suis plus. Non, en fait, là, justement, j'ai eu une sorte de gavage à un moment. Et toute ma vie n'était que comédie. Vraiment, fin 2019, j'ai un peu pété un câble à cause de ça et j'en avais trop marre que ma vie tourne entièrement autour de ça. Et donc là, j'essaye de plus varier mes sources d'inspiration, de fun et tout. Donc, je vais plus essayer de regarder des séries qui sont pas forcément comiques, de lire des romans, de lire des trucs un peu plus, pas développement personnel, mais là je lis un truc sur la méditation. Juste avant, j'ai lu un truc qui s'appelle The Power of Habits, dont on parle avec Dan dans le podcast d'ailleurs, pour essayer de changer ses habitudes et changer un peu la façon dont on apprend les choses et tout. Et ouais, j'essaye d'aller piocher dans différentes choses et sur base de ça, essayer de faire de la comédie, mais je regarde moins de spectacles qu'avant. Mais d'ailleurs, là, ça me manque un peu. Bah, profite. Netflix. T'as pas encore fini Netflix, tu vois. Non, j'ai pas, mais il y a tellement de choses nouvelles tout le temps qu'il y a plein de trucs qui ont l'air cool. Mais d'un côté, j'ai l'impression que je deviens aussi de plus en plus casse-couille et il y a plein de choses où je me dis, mais putain, ça, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu 4 fois, tellement c'est pas original, quoi. Mais il y a aussi des pépites sur Netflix, comme le spectacle de Daniel Sloss que tu disais tout à l'heure. Ouais, 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 à fond. Ou des. Comment il s'appelle? Simon. Callister? Alston. Non, Non, c'est non, pas non, Simon. attends, Simon. Je vais le googler. Amstel. Ah, j'ai pas C'est encore vu. un petit jeune bouclé qui parle aussi, ouais, de trucs assez dark. Et j'ai maté un de ses spectacles qui était vachement bien. Et je pense qu'il y en a un deuxième sur YouTube que j'ai pas encore checké. Mais ouais, aussi un truc assez noir, assez triste. Genre, mon père m'aimait pas, tu vois. Et donc, classique comédie. Euh, et donc, ouais, ça j'aime bien. Sinon, je pense que je vais me prendre un abonnement à HBO parce il y a des fucking bons spectacles là-dessus. Il y en a un de Sarah Silverman qui s'appelle We Are Miracles, qui est trop bien. Justement, je l'avais regardé quand je commençais à être un peu vannée de la comédie parce que j'en avais marre que de ne regarder que ça. Et puis dans le show de Sarah Silverman, elle a un beat à un moment où elle fait arrêter de dire aux jeunes filles que quand elles seront grandes, elles pourront faire ce qu'elles voudront. Parce que si vous leur aviez pas dit ça, il leur serait jamais venu à l'esprit qu'elles puissent pas. Et là, je me suis dit, mais putain, mais oui, en fait. Et c'est ça qui me manque, en fait. C'est ça qui me manque, c'est d'avoir des choses qui ont énormément de sens comme ça et d'arriver à en faire des blagues. Parce qu'après ça, elle fait plein d'exemples qui deviennent très très marrants. Et donc voilà, mais c'est ça qui me manquait, en fait, depuis plusieurs mois. C'était vraiment d'avoir des choses qui ont énormément de sens,
des choses vraiment ouais dont tu pourrais parler dans une conversation sérieuse et de mettre des blagues là-dessus. Et vu que je jouais tout le temps mon spectacle, que je jouais tout le temps la même chose et tout, ben ça, j'avais plus de place pour ce genre de choses et ça me manquait vachement. Et donc c'est ça qui m'a fait prendre conscience qu'il était vraiment temps que je commence à regarder des choses, d'autres choses. Ouais. Est-ce que toi, quand tu regardes des sketchs d'autres personnes comme Sarah Silverman, Daniel Sloss et tous ceux qu'on a cités tout à l'heure, tu te dis, ça te donne envie d'en faire, ou au contraire, tu te dis, je ne serai jamais aussi bon qu'eux? Parce que moi, j'ai les deux. Quand j'écoute les podcasts ou quand je regarde les sketchs, des fois, ça me donne super envie d'écrire. Par exemple, Kian Kojandi, dès que je l'écoute, je crois qu'après, il faut que j'écrive. Par contre, il y en a d'autres que j'écoute et je me dis, mais c'est pas que qu'il est pas super fort, c'est juste qu'il est très encourageant dans le truc, je trouve, très positif. Ouais. Et il y en a d'autres, je regarde et je me dis, mais à quoi bon? Il y a tellement mieux. N'allez pas me voir Ouais. moi, allez voir lui, ce spectacle est tellement mieux. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? bah oui, c'est logique. Et ouais, j'ai pareil. Il y a des spectacles où je me dis, mais ça sert à rien en fait, parce que j'arriverai jamais à être aussi douée dans le fait de raconter des histoires, aussi sincère, aussi lucide, aussi drôle. J'arriverai jamais à ça. Et puis ouais, non, c'est vachement des montagnes russes en permanence, ce genre de discipline. Donc ouais. Je peux passer de mon Dieu, mais j'ai l'impression de tenir quelque chose à non, mais je n'arriverai jamais à rien. Donc ça dépend des jours. Ça dépend des jours aussi. Ok. Là, j'arrive maintenant au truc que j'avais oublié de te raconter au début. Donc, si tu veux que je le fasse Ok. pas, je peux ne pas le faire aussi. C'est donc l'interview name Hmm. dropping, où Ok. je vais te demander de me dire à chaque fois un humoriste, donc peu importe un ou une humoriste québécois, américain, français, peu importe tous les horizons, tous les styles, mais tu m'en donnes un à chaque fois. Ok. Ok? D'accord. L'humoriste le plus sympa que tu aies rencontré. Plus sympa. Oh là là. Euh, oh. Ah putain, mais il y en a plein qui sont sympas, mais à différents niveaux, et vu que je les connais pas pareil, c'est chaud. Faut faire un Le choix. plus sympa. Ah, putain. Après, si tu veux absolument en mettre deux. Mais non, mais c'est juste que je les connais pas du tout de la même façon. Tu vois, il y en a que j'ai rencontré 2 fois, il y en a d'autres que je connais depuis longtemps, donc c'est très différent. Ou le premier qui t'est venu en tête quand j'ai dit le plus sympa, ça marche aussi, tu vois. Quand tu te dis sympa, ça peut être lui, c'est pas pour autant que les autres sont pas sympas, tu vois ce que je Bah, veux je dire. dirais Guise. Ok, donc Guillermo Ouais, mais il y Guise. en a plein, ouais. Mais il y en a, mais genre Virginie Fortin aussi, tu vois, et ça a tellement été un petit cœur. Ouais, ouais, je dirais Guise, allez. Allez, Guillermo Guise. Tu pourras la placer peut-être plus loin, hein, t'inquiète pas. Ouais, Euh, t'inquiète, ouais, je suis sûre que je vais la placer partout. je suis sûr que je vais la placer partout. Tic. L'humoriste qui t'inspire le plus ou qui t'a inspiré le plus? Daniel Sloss, Ah ouais, ok. obviously, ouais. C'est lui qui m'a vraiment donné envie d'écrire le spectacle comme ça et d'essayer d'aborder des sujets qui sont pas extrêmement comiques de base. Ok. Je me suis dit que t'allais peut-être dire Anna Gatsby ou... Elle est dans mon top 3 de fils. Ok. Et donc il y a Daniel Sloss, Anna Gatsby et le reste du top 3. C'est Patton Oswalt. Ah ok. On cite vraiment tout le monde aujourd'hui. Le humoriste que tu as fait rire toi-même et tu étais tellement fier de l'avoir fait rire. Virginie Fortin. Virginie Fort. Voilà, c'est Parce placé. que je sais, on était là ouais, on était là le même soir, hein, Virginie. Ouais. Et à un moment, j'ai fait une vanne sur elle. Et elle a ri très très fort et je l'ai entendue jusqu'à la scène alors qu'elle était dans le fond. Et j'ai vraiment eu un moment de «Oh mon Dieu, c'est si beau! Mais tu l'as Meilleur dit, je moment de crois, ma en vie!» plus. Ah ouais? C'est Je, possible. je me rappelle avoir, tu sais, entendre le rire de Virginie Fortin en fond et toi, tellement contente sur scène de l'avoir fait rire. Ouais, sûrement. La personne que tu regardes, tout ce qu'il fait, peu importe, tout. Que tu stalks vraiment tout ce qu'il fait. Ah, euh, Marina Rollman. Marina Rollman, c'est la personne que tu stalks principalement. Ouais, parce que j'espère qu'elle va pas écouter, mais Et moi, j'espère que on oui. parle, on parle souvent d'elle avec mon manager parce qu'on l'aime vraiment beaucoup. Et des fois, c'est un peu creepy parce que c'est genre, t'as écouté le podcast où Marina est invitée pour parler de vin? Évidemment. Tu t'intéresses au vin? Non, pas du tout. Et du coup, elle est aussi passée dans le book club de Louis Média.
Et donc elle parle d'un bouquin de James Alter. Et du coup, je l'avais acheté pour moi, je l'avais acheté pour mon manager. Et il m'a dit, mais non, je l'ai déjà commandé parce que j'ai entendu qu'elle en parlait. Oh punaise. Et c'est beaucoup trop creepy. Ah, je veux que Marina Rollman entende ça. S'il vous plaît, partagez-lui, je vous en supplie. Donc voilà, mais c'est juste que c'est une personne que j'aime tellement en tant qu'humoriste et en tant que personne. Je la trouve très normale en fait. Et je trouve qu'elle cache rien de ses doutes, de ses remises en question, de ses questionnements. Enfin, je sais pas, c'est vraiment une personne dont je me sens proche parce que ouais, elle essaye de réfléchir et de mettre du sens à tout. Enfin, ouais, je sais pas, c'est quelqu'un vraiment que j'aime énormément. Et d'ailleurs, des fois, quand je me pose des questions existentielles, je lui envoie des messages et elle a toujours des conseils extrêmement judicieux. Ah, tu peux envoyer des messages à Marina Rollman. Le Oui. podcast, je crois que je vais juste l'appeler Jalousie, en fait. Alors, l'humoriste qui t'a donné envie de monter sur scène, Bah, Dan Gagnon. Dan Gagnon, ta porte d'entrée, qu'on a appelé tout à l'heure. Ouais, ma petite porte d'entrée. Euh, titre, encore une fois, ouais. Une personne qui t'a surpris dernièrement, vraiment une découverte récente que tu te dis, waouh, c'est fort. C'est pas exactement. C'est pas Nayotis Pasco. Parce que j'ai jamais vu son spectacle. Ça fait des mois que je veux y aller et je suis jamais à Paris quand il le joue à Paris. Mais il vient de sortir un court-métrage qui est disponible encore jusque 18h, donc jusque dans 23 minutes au moment où on enregistre ce podcast. Et donc quand l'épisode sortira, il ne sera plus disponible. Mais il a sorti un court-métrage, un truc qui dure une quinzaine de minutes avec Alex Lutz dans le rôle principal. Et c'était très très chouette. Vraiment, la fin m'a filé des frissons et c'était ouais, assez fou. Et j'aime bien quand les humoristes font aussi des projets qui sont pas drôles. Et là, c'est pas du tout un court-métrage drôle. Et voilà. Je sais pas si tu l'as vu. Si, je l'ai vu parce que, comme tu l'as partagé, je l'ai vu. Ah voilà. T'es un petit peu, moi, t'es un peu ma Marina Rollman, tu vois. Pas loin. Mais quand même pas à ce point-là. Je crois que si tu parles de vin, je vais quand même pas écouter. Mais Parce que je m'y connais pas en vin, donc on ne sait jamais. j'aime bien le blanc. Ok, fin de mon avis sur le vin. C'est ça. Mais je l'ai vu, le court-métrage était vraiment chouette et je trouvais que Alex Lutz était très bon acteur. Moi, je le trouvais vrai. Je sais pas, il m'a touché dans la façon qu'il a joué, je trouvais. Mais moi, je t'avoue, j'ai jamais vu Alex Lutz. Je n'ai aucune idée de ce qu'il fait comme humour. Mais genre aucune. Donc je découvrais sa tête en fait, quasiment. J'avoue que c'est pas ce que je préfère. C'était beaucoup des personnages avant. Peut-être qu'il a changé, mais c'est pas mon truc que je préfère, les personnages, tout ça. Je suis pas plus fan que ça, mais du coup, de le voir dans un registre mais tellement différent et sérieux, enfin, j'ai trouvé ça très fort. Je me suis dit, waouh, bon acteur. Donc on vous le conseille, mais je sais pas si vous aurez l'occasion de le voir du coup. Ben, il sortira dans quelques mois, je suppose, dès que les festivals reprendront. Est-ce qu'il y a un humoriste que tu trouves qu'on surestime? Il y en a beaucoup que je trouve qu'on surestime. Est-ce que tu en trouves un en particulier qui est beaucoup trop surestimé alors? Ben, j'ai pas envie de bitcher là, mais Ou tu peux en bitcher un qui est tellement hors de portée que c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire? ben en fait non, parce qu'on a des amis en commun. Non, mais c'est juste qu'il y en a. Je trouve qu'ils ont pas des angles très intéressants en fait. Et il y a par exemple des humoristes où j'ai l'impression que c'est un peu un best-of. Non, même pas un best-of parce que c'est pas le meilleur. C'est genre une compilation de toutes les vannes qu'on a déjà entendues partout sur les plateaux parisiens. Et on dirait qu'ils les ont toutes mises dans un seul spectacle. Et genre tout est prévisible. Et voilà. Et donc ça m'amuse pas et c'est pas mon genre d'humour. Mais ça marche très bien évidemment parce que c'est tous les trucs les plus efficaces, passe partout et grand public et donc ça marche bien. Ok. Moi j'aurais dit par exemple Seinfeld. Je comprends pas qu'on le cite comme le meilleur. Certains le citent comme le meilleur, je ne capte pas. Alors moi non plus, mais ça je pense que c'est juste un truc de génération et parce qu'à ce moment-là c'était novateur. C'est comme aujourd'hui quand on voit Friends, ça casse pas trois pattes à un canard, mais à l'époque c'était novateur et donc c'est normal que ça ait eu un impact énorme. Mais je pense que c'est vraiment une question de génération. Alors là, je t'arrête tout de suite par contre sur Oh Friends. merde, t'es fan de Friends? Ouais, je suis fan de Friends. Putain. C'est vraiment ma série préférée. C'est le truc que Ah non. Ah, désolé. Enfin, je comprends, c'est très drôle, mais
Si tu le regardes vraiment avec des yeux d'aujourd'hui, c'est pas dingue. Après, je sais que je suis absolument pas objectif sur Friends. En fait, moi, c'était mes amis Ben quand ouais. j'étais jeune. Du coup, c'est comme si tu es en train de dire que un de mes meilleurs amis est pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et du coup, ça ne marche pas. Je ne peux pas accepter le truc. C'est un truc sur lequel je suis pas objectif du tout. Je suis tout à fait d'accord. Je n'arrive pas à voir du négatif dans Friends. Tellement tout me fait plaisir. Je Même quand c'est revois. sexiste? Mais il y a des trucs que je trouve sexistes. Je suis d'accord que maintenant c'est sexiste. Mais je ne pense pas que l'objectif a été de l'être. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, non, mais c'est ça, mais c'est une question d'époque en fait. C'est juste plus les mêmes codes et du coup, des choses qui passaient sans souci avant, là, c'est un peu plus compliqué quoi. Ouais, il y a des trucs qui sont un peu grossophobes, il y a des trucs qui sont un peu sexistes, mais à l'époque, ça passait crème, je veux dire. Et moi, je le regarde avec... Ouais, c'est un truc d'époque. Je suis pas objectif du tout, j'aime tellement ça. Que je les ai vus un milliard de fois, au moins, et je ris à chaque blague. C'est énervant de le regarder avec moi parce que je ris à tout. Si je regarde avec moi, j'ai limite envie de faire pause parce que t'as pas capté une des blagues. Le C'est... mec chiant, putain. Ah, je suis vraiment chiant. Sur Friends, très très chiant, et des fois, je me retiens de ne pas dire les répliques en même temps que... Donc, Friends, on ne dit pas de mal de Friends dans ce podcast. Est-ce qu'il y a par contre un humoriste que tu trouves que on sous-estime? Il est tellement fort, il devrait être connu par le monde entier. Ben, en fait, ça dépend parce que j'ai l'impression que là tu poses deux questions différentes parce qu'il y a plein de gens qui devraient être connus par le monde entier, mais ils font un truc trop de niche pour que ça fonctionne. Et puis il y en a d'autres, les gens ne comprennent pas toute la subtilité qu'il y a dans leur écriture. Du coup, les gens qui pour moi devraient être nettement plus connus, des gens comme Neil Brennan, qui a un show sur Netflix qui s'appelle Three Mics, où c'est trois micros sur scène et trois ambiances différentes. Il y a un micro où il fait des one-liners, donc une phrase égale une blague. Un micro où il raconte du stand-up genre normal. Et puis un micro où il raconte des choses tristes. C'est vraiment ouf ce spectacle. Et c'est un mec hyper intéressant. Il participe d'ailleurs au documentaire Laughing Matters, où il y a Chris Gethard, lui, Sarah Silverman et tous des humoristes qui parlent de la dépression et de un peu ce truc de clown triste dans le stand-up, qui est vachement intéressant. Des gens comme Virginie Fortin encore, parce que son spectacle est incroyable et que tout le monde devrait le voir. Oui, il était tellement bien ce spectacle. Premier rang en train de pleurer, moi, c'est pleurer de rire avec des... Mais en plus, elle te fait vraiment rire avec du contenu. Et, enfin, j'ai adoré ce spectacle. Alors, je te donne deux humoristes et tu dois choisir entre les deux. Ok, Celui que tu préfères. Tu peux justifier pourquoi ou tu peux ne pas justifier pourquoi. C'est comme tu veux. d'accord. Et j'ai fait exprès de prendre des humoristes que tu affectionnes vraiment pour bien te foutre dans la Oh merde. non. Alors, Ok. tu as d'un côté Daniel Sloss, de l'autre Neil Brennan. Ah, Ah, ça commence, ça commence. Ah, j'ai euh... commencé peut-être trop fort, j'aurais dû peut-être en mettre un avant. ah, putain. Daniel Sloss, parce que c'est vraiment celui qui m'a fait... J'ai vraiment un attachement et j'ai vu ses spectacles au moment où moi je commençais l'humour et donc il y a vraiment eu un début comme ça avec ce gars-là. J'ai commencé le stand-up et genre 2 mois après, je l'ai vu à la Nouvelle Scène et j'ai trop aimé. Et puis maintenant, je joue à la Nouvelle Scène et donc c'est trop fou parce qu'il y a vraiment cet enchaînement de choses et du coup, c'est un peu la mif, quoi. Mais moi, je pensais bien que tu allais répondre ça. Je m'amuse souvent à essayer de répondre à l'avance pour voir si j'ai les mêmes trucs que l'invité. Entre Dan Gagnon et Virginie Fortin. Allô? C'est juste pour te foutre dans Non, la mais merde ça avec Dan. dépend. Ça dépend sur quoi tu juges. Dan, parce que c'est la mif. Mais Mais celui qui te fait le plus rire d'entre les deux. putain, ça dépend tellement. Parce que Dan, je sais comment il est dans la vie, donc je sais comment il me fait rire dans la vie, mais Mais si on prend que sur scène. putain, ça fait tellement. Mais Dan, j'ai vu 4 spectacles. Virginie, j'en ai vu un. Et Dan, je les ai vus 1000 fois. Virginie, je l'ai vu qu'une fois, donc c'est très différent. Mais du coup, je dirais Virginie alors, parce que je l'ai vu qu'une fois et ça m'a surprise. Et vu que c'est ça qui me fait le plus rire, bah voilà, Dan, j'ai plus vu de nouvelles choses depuis genre 3 ans, je pense. Ouais, ça marche. Donc Moi, voilà. c'était juste pour te foutre dans la merde avec Dan, à moi que j'ai... Ouais, je sais, je sais. Fils de pute. Bon, ça, je le mets tout le temps. C'est pour faire un des humoristes un peu plus vieux. Je sais même pas si c'est vraiment ton truc, mais genre Desproges et Coluche. Ah. Tu peux dire que tu t'en fous des deux.
Je m'en fous des deux. Je dirais des proches parce qu'il y a, je pense, un ou deux trucs qui m'ont fait marrer et Coluche, les trois quarts des trucs que je vois, c'est des brawls un peu réac. Entre Rosalie Vaillancourt et Adib Abdelkhalidé. Ah putain, c'est tellement différent. Et Adib, d'ailleurs, je sais pas si tu le sais, mais il y a son spectacle Je t'aime qui est disponible sur YouTube complet. Ah ouais? Ouais, il l'a mis il y a pas longtemps, j'espère qu'il y est encore, mais Ah, trop bien. le spectacle complet, il est génial. Ok, cool. Mais de nouveau, pareil, Adib, j'ai vu genre un ou deux sketchs et Rosalie, j'ai vu le spectacle complet et je la connais, donc c'est assez biaisé. Je saurais pas juger. Adib, j'ai pas vu assez pour dire, mais j'adore ce qu'il fait, le sens. Je pense que le sketch qui m'avait marqué, c'est celui avec les chiens, de quand t'adoptes un chien et qu'il est agressif, tout ça, et il fait toute une métaphore comme ça, qui était vachement cool, et le sens qu'il met derrière les choses, je trouve ça assez fou. Donc j'aurais tendance peut-être à dire Adib, mais en sachant que c'est parce que j'ai vu que ce sketch-là et que je l'ai trouvé fou, quoi. Bah, franchement, va voir le spectacle complet sur YouTube, il est vraiment très très bon. Enfin, moi j'ai vraiment adoré, c'est dans les spectacles que je recommande maintenant aux gens. Avec les spectacles Pulsion de Kian que recommande à tout le monde. En francophone, je veux dire. Ouais, ok, cool, bah je vais checker ça. Ouais, franchement, il est top. Quand j'ai vu le spectacle Je t'aime sur YouTube, j'ai pas pu m'empêcher d'aller lui envoyer un message privé pour lui dire que j'ai adoré ce qu'il a fait. J'ai fait ça pour deux spectacles, pour le spectacle Pulsion et pour ce spectacle-là, parce que je sais pas, j'avais besoin de leur dire merci Ouais. pour le spectacle. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, je Tellement, comprends. ça m'a fait plaisir de le voir. Je pourrais quand le regarder. J'ai envie de le regarder, j'en parle d'ailleurs. Le suivant, c'est entre Haroun et Farid. Haroun. Haroun, direct. Haroun, mais fois 1000. Oui. Entre Marina Rollman et Blanche Gardin. Marina. Marina direct, mais ça c'était attendu. Ouais. Euh, Parce que entre... j'ai jamais entendu Blanche parler de vin et de bouquins, donc... et pourtant, je la vois bien faire. Je verrais bien une conversation entre les deux en train de parler de vin et de bouquins. Ouais, une des deux serait déjà bourrée. Devine laquelle. Suivant entre Louis C.K. et Dave Chappelle. Eh ben, je suis une très mauvaise geek de la comédie, mais j'ai jamais checké un spectacle de Dave Chappelle au complet, je pense. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, ça m'a jamais trop attiré, mais faudrait que, parce que c'est quand même une fameuse lacune. Faudrait que je check, donc je dirais Louis C.K. en termes purement comiques. Mais en fait, moi, je t'avoue que Dave Chappelle, j'avais jamais vu. Et en fait, à force de l'entendre dans quasiment tous les épisodes de Un Café Holo 7, je me suis dit, c'est trop une grosse lacune, je peux pas dire que... Parce que moi, je me prétends vraiment comme un stand-up geek. Et celui-là, je ne l'avais pas vu. Alors que tout le monde en parlait, je me suis dit, il faut que je le voie. Mais c'est pas... Moi, je préfère Louis C.K. Entre Ino JP et Florence Mendes. Je suis un salaud. Non, je peux pas répondre à ça. Tu peux pas répondre à ça. Il y a toujours Ah si, je un réponds que- Dino JP, juste pour ne pas répondre Flo. Entre Jimmy Carr et Mike Ward. Mike Ward. Parce que Jimmy Carr, j'adore ce qu'il fait et je trouve ça très très bien écrit. Mais le truc, c'est que genre, je suis allée le voir en spectacle, mais je saurais Pareil. plus, j'ai plus le moindre souvenir de ce qui s'est passé en fait. Parce que vu qu'il raconte pas d'histoire, bah je sais pas en fait. Tandis que Mike, il raconte des histoires tellement bien que tu t'en rappelles des années après en fait. Et tu peux les raconter à quelqu'un après, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc Mike, all the way. Ok. Alors, entre Raph et Rudy du What the Fun. Mais c'est la même C'est personne, la- bordel. C'est la même C'est la personne. même personne, donc Raph et Rudy en même temps. Raph et Rudy en même temps. Pourtant, je me suis dit que j'ai bien choisi les battles entre les deux. Ouais. C'est tout au niveau des name dropping. Je pense qu'on a fait le tour. Ah, il y avait une question à la fin. C'était c'est Dan Gagnon qui est dans son podcast qu'il avait avant, Dan Gagnon gratuitement, il demandait à son invité, à ton avis, qui faudrait que j'invite dans le prochain. Tu te dis une personne, ce serait chouette qu'il fasse ce que tu viens de faire. Moi, une personne que je trouve hilarante enfin deux personnes même que je trouve hilarantes et qui sont vraiment des nerds en comédie, c'est Lucas Cosco et Lisa Delmoitier. Et c'est souvent, ils sont parmi les gens qui font très souvent mes premières parties. Bah, d'ailleurs, Lisa, tu l'avais vue à Mons, Ouais, je l'ai vu, elle a fait ta première partie et je l'avais vu au What the Fun aussi, j'avais vraiment bien aimé.
Ouais, et elle connaît énormément de choses, elle écoute énormément de podcasts et tout. Elle est vraiment. Elle a énormément de culture là-dedans. Et Lucas aussi, c'est la première personne que j'ai rencontrée en Belgique qui m'a parlé de Pete Davidson, enfin, genre de lui-même. Et j'étais là, oh mon Dieu, quelqu'un qui connaît Pete Davidson en Belgique, c'est malade. Et putain, d'ailleurs, j'ai pas parlé de Pete Davidson, c'est une des personnes qui me fait le plus rire pour l'instant. On a Euh, failli ne pas le nommer, tu imagines. Incroyable, je m'en serais voulu. On a cité quand Donc, même pas mal, hein. ouais, c'est vrai. Donc voilà, Lucas Cosco et Elisa Delmoitier. On va pas se quitter sans faire un petit peu de promo quand même. On va faire un petit peu de pub. Où est-ce qu'on peut trouver toutes les infos? Oh, bah, les spectacles, là, on est en train de déplacer un peu toutes les dates, mais j'espère qu'on pourra reprendre en juin. Donc là, on aura pas mal de dates à Bruxelles sur l'été, et puis après, on reprendra dans toutes les villes, toutes les grosses villes en Belgique, et puis en France, à Paris toutes les semaines, un peu en Suisse. Et voilà, donc toutes les dates sont sur mon site fannyruet.com, puis je mets ça à jour assez régulièrement aussi sur mes réseaux sociaux, et voilà. Ok, parfait. Et les chroniques, c'est... Sur Pure, du coup, c'est le jeudi. Sur France Inter, tout est bousculé. Donc, pour l'instant, c'est le mardi, mais sans certitude. Et voilà, et les podcasts, c'est assez régulièrement, plus ou moins toutes les 2 semaines pour les gens qui doutent. Et voilà. Et puis là, on bosse sur un autre podcast qui m'excite énormément. Et j'ai trop hâte qu'on commence à le produire parce qu'il va être extrêmement drôle et extrêmement tragique. Et j'adore ça. Oh, est-ce qu'on peut en savoir plus ou tu... Absolument pas. Absolument pas. Ah, zut, je n'aurais pas Non, d'infos croustillantes. non, Ah. mais j'ai trop hâte. Ah, si tu teases à la fin, c'est bien. Bah super, bah, merci beaucoup d'avoir bien voulu faire le podcast. Ça m'a vraiment fait plaisir de t'avoir. Ben, merci à toi, Alice, c'était très chouette. Bah ouais, je trouve aussi. Parce qu'en plus, j'avais peur d'être trop insistant, parce que j'avais trop envie que tu le fasses. Mais t'as pas insisté, tu m'avais juste demandé quand on s'était vu à Mons. Ouais, mais je le relance, je l'ai relancé plusieurs fois, je t'avais envoyé un message et tout, donc j'avais peur. Oui, mais en même temps, il y a eu confinement, donc Oui, c'est aussi, un peu oui, une bonne excuse. j'avoue, mais je voulais pas avoir l'air trop insistant, parce que je sais que je suis fan et qu'il faut que j'apaise ça, que j'y aille doucement. Tu vois. C'est comme toi avec Marina Rollman, si elle savait tout ce que tu stalkais Euh, en Au permanence. bout du 14e message, elle répond, tu sais. Oui, voilà, c'est ça. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Et à bientôt. Ben oui, à bientôt. Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.